Bonjour à toutes et à tous et bienvenue déjà pour cette 4e édition de Soyons Curieux. Au micro aujourd'hui, Annabelle Duhaut de Laïcité Brabant-Wallon et mon fidèle acolyte depuis le mois de septembre, j'ai nommé Patrick Monjoie du CRIBEOE. Bonjour Patrick. Salut Annabelle. Alors vous écoutez et visionnez sans doute en ce moment l'émission en direct sur le web via la page de radio27.be. N'hésitez pas à nous interpeller, nous ou notre invité du jour, que ce soit via le chat ou notre page Facebook. Nous prendrons le temps de lire et de répondre à vos commentaires. Vous pourrez ensuite, dans quelques jours, télécharger l'émission et la partager autant que vous le voulez. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, on peut commencer. Soyons curieux. Soyons curieux. Soyons curieux. Soyons curieux. Alors Patrick, qui accueillons-nous aujourd'hui ? Eh bien, ce vendredi, nous recevons une formatrice en autodéfense pour femmes au sein de l'ASBL Garance, une association qui est spécialisée dans la prévention des violences basées sur le genre. Ah oui, quand même, on va donc faire attention à ne pas trop froisser notre invitée. Effectivement, mais enfin ça va, elle a l'air calme, hein, donc il n'y a pas de souci. En plus, je ne sais pas si tu le sais, mais elle est ceinture noire de karaté. Elle est collaboratrice pour des projets espace public et enfants capables. Elle nous en parlera certainement tout à l'heure. Et après avoir travaillé pendant 2 ans pour le Parlement fédéral, elle a choisi, en 2012, de rejoindre le monde associatif et de s'investir dans un nouveau projet, l'organisation de marches exploratoires dans les communes bruxelloises. Le but de ces promenades guidées, amener les femmes à exprimer leur sentiment de sécurité et surtout d'insécurité selon les endroits dans lesquels elles déambulent, pour, in fine, pouvoir formuler une série de recommandations au pouvoir public. Bonjour Laura Chaumont. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va bien. Tu es bien arrivé ici à Nivelles. Oui, nickel. Super. Est-ce que tout ceci, comme je t'ai présenté, est-ce que tout ceci est juste ? Ah non, je suis pas du tout ceinture noire de karaté. C'était une petite blague pour le côté self-défense. Non, mais c'est important de préciser que ça n'est pas vrai pour si jamais, parce que voilà, ça, en tout cas, ça fera sens après. D'accord, Ce n'est pas nécessaire en tout cas d'être. Mais tu es prof d'autodéfense. Je suis formatrice en autodéfense. Oui, oui. Ah, donc pas prof. Non, même, on dit pas prof, on dit formatrice ou animatrice. Ouais. Et alors, quelle est la différence que tu fais entre justement une formatrice en autodéfense et un prof comme un prof classique de self-défense ou de karaté ou d'aïkido ? Nous, on aime bien déconstruire tout ce qui est rapport ou hiérarchie. Et quand on parle de prof, je trouve qu'automatiquement, on met dans un rapport de force, un rapport de domination. Donc la formatrice, c'est plutôt, ou animatrice, c'est plutôt une encadrante qui est là pour proposer des choses. On vient pas avec un savoir tout fait et les personnes qui viennent chez nous, elles ne doivent pas passer les tests et avoir des aptitudes à la fin du cours. C'est vraiment pas ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'on dit pas prof. C'est parce qu'on est là vraiment pour proposer des choses. Dans un rapport, on essaye le plus égalitaire possible. D'accord, Voilà. donc tout le monde sur le même pied d'égalité. On essaye. Après, on est là aussi pour nommer et pour visibiliser les rapports de domination qui pourraient rester, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on essaye d'arriver avec des propositions et pas des injonctions et amener de la compétence plutôt. Enfin, nous, il y a vraiment un rapport à l'enseignement qui est pas chouette pour moi là-dedans, dans le fait d'être prof et d'être élève. Alors Patrick le disait dans la brève présentation qu'il a fait de toi, tu as organisé des marches exploratoires à Bruxelles. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce projet-là avec nous ? Oui, absolument. En fait, on en a organisé à plein d'endroits. Donc le projet initial, comme vous le disiez, c'était bien il y a 6 ans maintenant à Bruxelles. Et l'idée de base de ce projet-là, c'était de venir questionner ou essayer de mettre en lumière le sentiment subjectif d'insécurité que pouvaient vivre les femmes à Bruxelles. Et pour ça, on a utilisé donc l'outil des marches exploratoires. C'est pas du tout un outil qu'on a inventé nous-mêmes. Hein. C'est un outil que absolument tout le monde peut s'approprier. D'ailleurs, si ça se met dans un projet, c'est un outil qui vient du Québec à la base dans les années 80 et qu'on a adapté à notre sauce en utilisant les méthodologies existantes et en créant une qui correspondait à ce que nous on avait envie de porter et aux objectifs du projet. Et les objectifs, c'était vraiment donner la parole à celles qu'on considère encore aujourd'hui comme des expertes. De ce sentiment subjectif d'insécurité, de par leur rapport à la ville et de par les inégalités qui restent encore aujourd'hui. Et donc, on a utilisé cet outil pour donner la parole et on a marché dans, si je me rappelle bien, c'était 11 communes sur les 19, avec une grosse centaine de femmes. Je crois qu'elles étaient 120, je pense. Et on a... Par sortie, vous étiez un groupe de 120 femmes ? Non, en tout, oui, sur le projet, oui. En général, par sortie, on est maximum 8.
plus 2 animatrices, voilà. C'est bien d'être un petit groupe, peut-être. Oui. Alors, l'idée de la marche, c'est d'être un petit groupe pour que la parole circule bien et de façon égalitaire. Il y a 2 animatrices, une qui prend note de tout, puisqu'il y a des rapports qui sont après rédigés, et une qui encadre et qui propose les lunettes du genre, comme on appelle, et qui vient essayer de questionner le pourquoi on sent bien à cet endroit-là, pourquoi là un petit peu moins bien, mais bon, après, ça fait parfois 10 ans que les participantes font ce trajet-là, et elles savent plus pourquoi à cet endroit-là elles passent pas, et là, nous, l'idée, c'est de venir s'arrêter, regarder, et de venir dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui est bien, et si c'est un truc qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre à la place. Quoi, par exemple, ça a trait éclairage, propreté. Par exemple, oui. Alors nous, on a les marches. Donc ça, c'est les marches exploratoires. À l'époque, on en avait fait je pense une vingtaine, et de là est né un cahier de recommandations qui est toujours en ligne sur notre site si ça intéresse quelqu'un ou quelqu'une d'aller le lire. Il s'appelle Espace public, genre et sentiment d'insécurité. Et là, c'était vraiment les constats, les recommandations des femmes qui avaient participé aux marches. Et effectivement, ça touche à l'éclairage, mais aussi à la transparence. Donc, comment est-ce que je peux anticiper mon trajet? Jusqu'où est-ce que je peux voir? Est-ce qu'il y a beaucoup d'angles morts? Est-ce qu'il y a des endroits où des personnes pourraient se cacher? Donc, il y a aussi le son. Est-ce que je peux être entendue facilement? Est-ce qu'on pourrait m'entendre? Il y a l'orientation. Est-ce que je sais facilement où je suis? Est-ce que je peux facilement savoir où je dois aller? Il y a la propreté, l'accessibilité, donc par rapport au trottoir, par exemple. Et, il y a les présences. Qui est là et pourquoi? Il y a aussi toute une notion d'appartenance. Comment est-ce que je me sens dans ce quartier? Est-ce que je me sens appartenir au quartier? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place qui feraient que ça serait favorisé? Il m'en manque un. Il y a est-ce que la circulation est fluide? Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est construit de façon très segmentée? Est-ce qu'il manque de la fluidité? Donc tous ces critères-là, ils sont abordés dans les marches. En général, on n'a pas vraiment besoin. Par exemple, tu dis les barrières. Je connais un peu Bruxelles. Ouais. Il y a quand même tout le temps des travaux. Oui. Et donc voilà, donc un endroit qui pourrait être par rapport à ce critère-là de segmentation paraît tout à fait fluide, brusquement devient tout à fait segmenté parce que Electrabel a ouvert, Belgacom a ouvert juste derrière, et qu'on est face à ces problèmes de travaux. Alors comment est-ce qu'on gère ça finalement, ces changements aussi rapides? Parce que c'est entre le moment où vous faites la marche exploratoire, voilà, la fluidité existe et puis la fluidité n'existe plus. Comment on gère ça? Alors quand il y a des travaux, nous on a un chapitre travaux publics dans la brochure parce que on trouve ça intéressant, surtout en Belgique. Après, je parle que pour le pays que je connais où j'en ai fait, mais on a un petit peu la spécialité des travaux et des chantiers qui s'installent dans la durée. Et qui deviennent des espèces d'aménagements provisoires qui deviennent définitifs, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc là aussi, il y a un aménagement à penser. C'est si on a dû ouvrir les trottoirs, comment est-ce qu'on les a refermés? Est-ce qu'on a laissé des poubelles sur des chantiers? Est-ce que s'il y a l'éclairage qui a été enlevé, comment est-ce qu'on peut trouver des alternatives? Est-ce que c'est bien indiqué? Est-ce que je peux savoir à l'avance et adapter mon trajet si je veux l'éviter? Ou est-ce que je vais me retrouver directement face au trou et que là, ce sera dans le noir et que tant pis? Voilà, tout ça aussi, on peut réfléchir. Et en fait, l'idée, c'est pas tant de dire absolument ce qu'il faut faire ou pas faire. Évidemment, moi, depuis 6 ans que je fais des marches exploratoires, j'ai des petites idées de ce qui est mieux et moins bien. Mais l'idée, surtout, c'est de prendre en considération que, encore aujourd'hui, la ville, elle est créée par des hommes pour des hommes, parce que majoritairement, à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, comme dans beaucoup d'endroits, il y a une majorité masculine. Et je dirais même que c'est des hommes blancs, hétéros, éduqués, en 30 et 45 ans. Donc c'est vraiment une toute petite partie de la population. Et c'est pas qu'ils sont méchants et qu'ils font mal. C'est que comme ils vivent la ville d'une certaine manière, ils la construisent comme pour eux, puisqu'ils la vivent d'une certaine manière. Et donc l'idée des marches, c'est de venir donner la parole à celles qui l'ont moins et qui sont du coup moins représentées. Et donc en fait, la ville comme elle est construite aujourd'hui, elle n'est pas accessible à tous et toutes de la même manière. Alors voilà, donc en tant qu'homme, j'ai difficile à imaginer
un trottoir, c'est un trottoir, une rue, c'est une rue, et même moi en tant qu'homme, les critères que tu as mis, alors j'ai parlé du segmenté, mais tu parlais aussi de l'histoire de la visibilité, le fait de pouvoir voir loin, de pouvoir s'orienter, hein, donc de ne pas être dans des quartiers où tout se ressemble et où finalement je sais plus si j'ai tourné à droite ou à gauche, le fait des murs aveugles, moi-même en tant qu'homme, je peux dans un quartier où il y a que des murs aveugles, avec énormément de fresques ou de tags, plutôt même des tags que des belles fresques, des bâtiments où je sais pas très bien s'il y a du logement ou pas de logement et où j'ai pas beaucoup de visibilité parce que, bon voilà, je me sentirais moi-même en tant qu'homme en insécurité. Oui. Et donc, je veux dire, vous allez bien au-delà de la problématique que pourraient vivre les femmes. Donc c'est vraiment une problématique de société là que vous pointez, me semble-t-il. Et alors, c'est quoi une ville qui serait construite pour des femmes? Ce serait quoi la différence? Alors, je vais revenir là-dessus parce que c'est super important ce que tu dis. Merci. Dis-tu Oui, tu peux dire tu. Tu peux dire tu. En fait, l'idée, les marches, c'est pas de venir dire ou traiter les femmes d'êtres particuliers vulnérables. Et bien entendu, il y a des hommes qui se sentent en insécurité dans la ville. On installe le sentiment subjectif d'insécurité dans un continuum des violences faites aux femmes qui sont aujourd'hui quand même encore très présentes. Et on n'est pas égaux, les hommes et les femmes, face à ça. Donc ça, c'est une chose. Il y a le continuum des violences. Ça veut dire que il y a le harcèlement sexiste dans l'espace public, il y a les violences conjugales, il y a le harcèlement au travail, il y a la publicité, il y a les stéréotypes de genre qui nous enferment dans des rôles où peut-être on n'a pas envie d'être. Donc tout ça, c'est des continuums qui sont faits de violences qui sont faites aux femmes et elles sont pas les mêmes quand il s'agit des hommes. Alors ça, c'est une première chose. Et évidemment, la ville, elle peut être hostile pour tout le monde. Et c'est pas venir comparer ce que les femmes vivent et ce que les hommes vivent. Nous, on est parti du postulat que encore aujourd'hui, les inégalités de genre existent. La ville, c'est un espace public et comme espace public, c'est aussi un espace politique. Et donc, on retrouve les inégalités de genre et on retrouve les violences qui en découlent. Et donc, c'est aussi là qu'on peut se positionner pour faire que la ville soit plus accessible. La ville idéale, pour moi, c'est une ville qui prend en considération ces différences de genre et qui simplement y pense en construisant les espaces. Donc simplement en demandant la parole. Parce que moi, là, je donne mon avis. J'ai fait des marches exploratoires depuis 6 ans, j'en ai fait un bon nombre, mais ça reste mon avis. Donc moi, parfois, on me demande, parce qu'on sait ce que je fais dans la vie, on me dit, ben voilà, là, qu'est-ce que tu mettrais? Mais moi, je sais pas. Enfin, moi, je sais, mais pour moi. Et donc, si on veut vraiment être au clair et avoir une ville qui soit parfaite, ben il faut aller demander à tous ces gens et à toutes ces femmes, et pas seulement aux femmes blanches. Éduquer. Il faut aller chercher toutes les femmes dans toute leur diversité. Et c'est ça qu'on fait dans les marches exploratoires. On fait des marches non mixtes, mais on va aussi chercher les publics qui sont plus compliqués à atteindre et qui ont encore moins la parole. On est vraiment consciente à Garance qu'il y a on est une association féministe intersectionnelle. Ça veut dire qu'on est consciente que c'est comme les ensembles à l'école, que les rapports de domination ont pour conséquence des violences. Et plus on va appartenir à des groupes dominés, plus les violences qu'on va vivre vont être spécifiques. Les violences qui sont vécues par les femmes blanches sont pas les mêmes que les violences qui sont vécues par des femmes non blanches. Et c'est pareil pour tous les rapports de domination. Ça vaut pour femmes-hommes, ça vaut pour adultes-enfants, ça vaut pour jeunes plus âgés, ça vaut pour valides, non-valides. Voilà, tous les rapports de domination mêlent à des violences. Et donc, il faut aller poser la question à toutes ces personnes qui utilisent la ville aussi, pour que la ville soit parfaite. Donc ce sera ça pour moi, la ville parfaite. Ce sera vraiment une ville où on a en tout cas conscientisé qu'on n'est pas tous et toutes égaux dans cet accès-là et qu'on donne la parole et on essaye de penser à qui va être destiné les aménagements que je mets en place. Et une ville qui est pensée pour les femmes, est-ce qu'elle est plus inclusive pour les autres communautés, on va dire, ou pour les autres profils peut-être dominés? Oui, je pense. Quand on fait une réflexion de genre, c'est pas seulement les rapports femmes-hommes qu'on questionne, c'est tous les rapports de domination. Donc les rapports dans une marche exploratoire, les femmes vont assez vite amener le problème des personnes à mobilité réduite parce que dans la répartition des tâches ménagères encore aujourd'hui, il y a une inégalité. Alors, je vais pas dire que c'est parce que les femmes sont ce qu'elles ont qu'elles le font plus. Hein, donc je vais pas faire de l'essentialisme, loin de là. Par contre, encore aujourd'hui, si on constate, c'est majoritairement les femmes qui s'occupent
du care, c'est-à-dire d'aller conduire les enfants ou les personnes qui sont dépendantes, qui sont donc dans la ville aussi pour travailler. Mais comme ce travail n'est pas reconnu comme étant un travail, eh bien la ville invisibilise en fait cet espace qui est un travail, qui est un espace de travail pour les femmes et qui n'est parfois pas du tout adapté. Et donc assez vite, elles vont venir sur ces sujets-là. C'est moi je m'occupe de ma maman qui est en chaise roulante, et là je peux pas passer parce que le trottoir il est pas rabaissé. Et donc assez vite on va décoller. J'ai des enfants en bas âge, je ne passe pas avec la poussette. Voilà, la poussette, les caddies, même les talons, voilà, tout ce qui peut faire qu'il y a des obstacles à ma mobilité, ben voilà, ça va sortir. Et donc il va y avoir aussi des questions parfois d'homophobie qui vont sortir. Donc évidemment, c'est pas seulement les femmes. On ne reproduit pas un autre rapport de domination parce que quand on est une femme, on peut aussi être faisant partie d'un groupe dominant. Moi, je suis blanche, donc je fais partie de ce groupe dominant-là. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est bien d'en avoir conscience. Tu parlais tout à l'heure d'un sentiment subjectif d'insécurité. Peut-être revenir là-dessus parce que est-ce qu'il existe du coup un sentiment objectif d'insécurité ? Non, le sentiment subjectif, il est subjectif parce que déjà il appartient à chacune et à chacun. Il est totalement légitime et pas questionnable, mais il est totalement unique. Alors, le sentiment subjectif, pour nous, c'est parce qu'il reflète pas tout à fait la réalité si on s'occupe des statistiques. On est vraiment aussi dans une déconstruction des apprentissages qu'on a vraiment pu recevoir en tant que fille et en tant que femme. Et l'espace public fait vraiment partie de ces mythes qu'on nous a appris. Que c'est dangereux, que c'est un espace où on peut nous violer par une personne qu'on connaît pas, ou si on est tard le soir dans la rue, on a plus de risques de se faire agresser, ou la violence grave pourrait nous arriver. Tout ça, alors je dis pas que ça arrive, ça arrive évidemment, mais ça reste assez rare. Et donc nous, on aime bien quand même toujours remettre au centre la réalité des chiffres. Parce que le groupe cible, le groupe qui a le plus de risques de rencontrer de la violence physique dans l'espace public, ce sont les garçons de 15 à 25 ans. Et en général, ce sont ceux qui ont le moins grand sentiment subjectif d'insécurité. Et par contre, le groupe qui a le moins de risques de rencontrer de la violence physique dans l'espace public, ce sont les femmes de plus de 55 ans. Et en général, ce sont elles qui nous démontrent le plus, qui nous montrent un plus grand sentiment d'insécurité. Alors, évidemment, ces chiffres-là, ils sont à manier avec... il y a des nuances à mettre. Encore aujourd'hui, l'accès à l'espace public n'est pas égal, donc les femmes et les hommes ne les occupent pas de la même manière, donc les femmes peuvent pas se faire agresser là où elles sont pas. On sait que par des constats qu'à certaines heures, il y a moins de femmes, et donc voilà, est-ce que s'il y en avait plus, elles seraient plus agressées ? Moi, je pense pas, parce que je pense que le contrôle social agirait énormément. Mais voilà, il faut quand même rappeler que la violence la plus grave qui arrive aux femmes aujourd'hui, la violence qui entraîne la mort, la violence qui est la plus grave, c'est la violence conjugale. Ça reste, et c'est largement supérieur. Donc on a beaucoup plus de risques de se faire agresser ou violer par quelqu'un qu'on connaît, par quelqu'un de proche, que par un inconnu dans l'espace public. Et ça, c'est un gros mythe à déconstruire quand on parle d'accès aux espaces publics. Mais donc justement, l'erreur, c'est que les femmes n'y vont pas. Et donc peut-être que le message qu'il faudrait renvoyer, c'est occupez l'espace. Soyez dans les espaces publics, dans les parcs, dans les rues. Voilà. Alors nous, on fait pas d'injonction aux femmes parce qu'on trouve qu'elles en ont déjà assez. Donc on va essayer de leur proposer plutôt de venir regarder un espace et de l'analyser et de le faire changer. Alors évidemment que ça passe aussi peut-être pour elles par une déconstruction de certains mythes. Maintenant, on va pas prendre la position de voilà, on va aller dans la rue, c'est bête d'avoir peur. Non, il y a des femmes. Enfin, je veux dire, je veux pas le dévaloriser, ce sentiment-là. Il est peut-être subjectif, mais il est réel. Et il est réel parce qu'on a été éduqués comme ça, parce qu'à partir de 10, 11, 12 ans, les filles disparaissent de l'espace public parce qu'elles ont des consignes d'heures de sortie différentes que leurs frères, parce qu'on nous a dit toute notre vie que si on n'était pas accompagné, on avait un risque dans l'espace public, parce qu'on nous a montré des films il y a peu de films où une fille traverse un parc à minuit où elle s'en sort indemne. Il y a peu de films où on voit une fille qui se défend. Secret. Voilà, et encore, il y a son collègue qui est derrière, et il y a peu de filles qui, quand elles se défendent positivement. En général, elle se prend une baffe, elle est par terre, alors que le mec, il se fait tabasser pendant 20 minutes, il est toujours debout. Donc, il y a vraiment beaucoup... Dans les films, tu dans les ça, films, ouais. La façon dont les médias aussi rapportent les faits de viol, la façon dont c'est énormément... je trouve pas mes mots...
voilà, c'est médiatisé. banalisé ou Banalisé, mais aussi très fort, exagéré, mais dans le sens, voilà, on va vraiment faire toute une histoire, alors que le viol conjugal existe et est beaucoup plus grave et beaucoup plus répandu, sauf que, voilà, encore aujourd'hui, on y pense moins. Donc, oui, c'est important que les femmes retournent dans les espaces publics. Nous, on part du principe qu'il va falloir d'abord questionner la société dans laquelle on est, éduquer les filles et les garçons, enfin commencer à éduquer les filles et les garçons différemment, et leur proposer des alternatives. Le projet qu'on a, donc il y avait le projet, donc pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, le projet de brochure d'il y a 6 ans, il était vraiment plus global sur le sentiment d'insécurité en général. Et entre-temps, depuis 6 ans, on a plusieurs autres projets qui ont eu lieu, dont un à Namur, où je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la ville de Namur, mais il va y avoir des très gros travaux à Namur dans 4 quartiers, et il y a eu un partenariat entre Garance et la ville de Namur et le pavillon urbain pour faire des marches exploratoires en amont de ces travaux, pour que toutes les recommandations soient incorporées au cahier des charges. Et là, on est 2 ans et demi après le début du projet, et les 2 échevins qui ont porté le projet ont fait passer le cahier de recommandations en cahier en petit guide d'urbanisme, si on veut. Et là, ça y est. Donc, dans le concours, par exemple, du nouveau parc qui va prendre place sur le parking des casernes, des anciennes casernes à Namur, il va y avoir un nouveau parc. Eh bien, Garance a rencontré les cabinets d'architectes qui sont en train de concourir pour voir si leur projet était en accord avec ce qu'on avait formulé. Donc, Namur va être la première ville à avoir vraiment incorporé une réflexion de genre dans son aménagement de territoire. Alors, je dis pas que c'est parfait, j'ai encore beaucoup de travail pour faire que ce soit pas que 2 échevins qui le portent, un échevin et une échevine, et que ce soit beaucoup plus transversal comme réflexion, mais en attendant, ça y est, et donc là, les travaux vont avoir lieu, et donc on peut espérer que là, on pourra avoir une vraie différence. La roue tourne dans le bon sens. Oui. J'entends que tu parles beaucoup des villes. Tu parles de Bruxelles au départ. On parlait du Québec, Toronto avant. Là, tu parles de Namur. Qu'en est-il des villages? Alors voilà, nous ici, on est à Nivelles, petite ville. Mais le Brabant wallon ne compte que des petites villes, mais c'est beaucoup de villages. Est-ce qu'on retrouve ce même genre de sentiment d'insécurité dans un village, dans des espaces plus ruraux ou semi-urbains? Alors moi, j'ai fait des marches exploratoires, je retrouve plus le nom, à Philippeville. Qui est pas vraiment une ville. Le Hainaut, c'est pas vraiment un de Charleroi. Ouais. Je sais pas si on peut dire que c'est un village. Hein. Je suis pas très bonne en estimation de taille voilà. Mais donc j'en ai pas fait que dans c'est les deux marches. Voilà, c'est plus rural que Bruxelles, ça. On est d'accord. Mais en fait globalement c'est les mêmes choses qui ressortent. Okay. Alors c'est différent parce que c'est pas la même fréquentation, il y a pas le même. Oui, il y a beaucoup moins de personnes dehors, et je pense que les différences en termes de fréquentation sont encore exacerbées par rapport à Bruxelles. Mais globalement, les 2 marches que j'ai fait à Philippeville l'année dernière, j'étais étonnée de voir que ce qui ressort, c'est principalement la même chose. Donc moi, je pourrais pas vraiment dire oui parce que je n'en ai pas fait assez pour vraiment pouvoir comparer. Mais de ce que j'ai fait, j'ai fait Liège, Charleroi, Philippeville, Bruxelles et Namur. Et tu viens de Verviers? Je viens de Verviers. J'ai jamais fait de marche à Verviers, mais est-ce que tu en connais de la ville de Verviers? Est-ce que tu te sens, est-ce que tu pourrais reporter des choses que tu as vues dans les villes sur Verviers? Oui, bien sûr. Le cahier de recommandation qu'on a publié à 6 ans, il est applicable à n'importe quel endroit en Belgique. Après, je sais pas pour les autres pays, mais en tout cas, moi, je pense que oui. Enfin, il y a vraiment pas beaucoup de différence. À Namur, c'est pareil. Et ici, avec une de mes collègues, on a creusé un petit peu plus ces espaces verts, parce que dans nos marches exploratoires, dans les 6 années précédentes, on a pu constater que dans les parcs, les recommandations, les différences, sont encore un petit peu plus exacerbées et encore un petit peu plus différentes. Il y a encore plus fort de différence entre l'occupation par les femmes et par les hommes. Et donc, on a fait un projet qu'on a appelé Femmes au parc, où on a pris le temps d'analyser 9 parcs à Bruxelles, 5 qui sont des parcs régionaux et 4 sur la commune d'Escarbeek. On a pris le temps de faire des marches exploratoires, mais aussi on a pris le temps d'aller réoccuper les espaces, donc, comme tu disais tout à l'heure, mais avec des activités proposées en non-mixité. On a fait une initiation au foot et un match de foot. On a fait de la capoeira. On a fait une initiation cirque pour les filles. On a fait une fête du solstice en juin où on a fait une auberge espagnole et des danses de cercle. On a vraiment occupé une grande partie du parc Elisabeth. Et on a encore fait un truc que j'oublie, un parcours santé dans le parc Josaphat.
Et là, le parc Josaphat, enfin, en termes d'image qu'on en a, le parc Josaphat est un lieu dangereux quand même, pour tout le monde d'ailleurs là-bas. Oui, c'est un parc qui est pourtant qui est considéré comme le parc préféré des Bruxellois et des Bruxelloises. Et c'est le parc d'où on vient le plus loin. Enfin, je veux dire, on y va vraiment. On sait pas qu'on y va parce qu'on habite tout près, mais il y a plein de gens qui viennent de loin pour y aller. C'est un magnifique parc. Ouais. Alors après, c'est un des parcs dont les horaires sont tout belges qu'ils sont. Il est ouvert du lever au coucher du soleil. Le parc Josaphat. Bon, en Belgique, à 4h30 en hiver, c'est fermé donc. Or, un parc, c'est aussi souvent un raccourci. Et le parc Josaphat, entre le boulevard Lambermont et l'église Saint-Servais et tout le reste de Scarbeck vers la gare du Nord, c'est un gros raccourci. Donc, il y a énormément de personnes qui continuent d'utiliser, alors que normalement, il est fermé. Enfin, en tout cas, l'horaire officiel dit qu'il est fermé. Donc, c'est quand même intéressant d'aller l'observer et d'aller voir où sont les femmes, à quel moment elles partent et pourquoi elles en partent. Et donc ça, on a vraiment fait un travail sur 10 mois sur ces 9 parcs et il y a 2 rapports, donc un de la région, un d'Escarbet que nous, on va uniformiser en un seul rapport et qui est aussi très intéressant. Et on a pris du temps aussi pour se réapproprier ces espaces avec ces femmes pour faire des activités. Et ça nous a donné envie de creuser un peu et normalement, si tout va bien en 2018, on devrait avoir le Femmes au Parc 2. Avec de nouveau avec l'IBGE, donc avec la région de Bruxelles Environnement, devrait nous financer pour continuer le projet, pour aller plus loin, pour former des gardiens et des gardiennes de parc à une approche de genre, pour former les concepteurs et les conceptrices des parcs, pour voir comment est-ce que elles et ils peuvent être sensibilisés à la réflexion de genre, et puis surtout faire une activité principale pendant 6 mois, non mixte, pour voir ce que ça donne avant-après. Et ça, on se base sur une expérience qui a été faite à Vienne. Il faut savoir que la ville de Vienne est une ville qui est en avance, qui a 40 ans d'avance sur nous. Un peu la ville idéale alors. Moi, j'y suis jamais allée, mais il paraît que c'est très fort. Enfin, que c'est en tant que bruxelloise d'y aller. D'aller à Vienne, on peut vraiment y sentir il y a une nette différence. Et je sais qu'à l'époque, ils avaient fait dans le même constat, pourquoi est-ce que les garçons occupent principalement le terrain de foot? C'est certainement pas parce que c'est inné chez les garçons qu'ils aiment le foot et pas les filles. Ça, c'est hors de question parce que certains, j'aime pas le foot. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de déconstruire. Et par contre, des terrains de foot, il y en a un peu partout. Il y en a dans les parcs. Et donc, ces terrains, ils existent. On va pas changer tous les parcs de Bruxelles, il y a simplement pas le budget. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et donc, à Vienne, elle avait pris l'initiative d'organiser des séances non mixtes, filles, femmes. Et c'était encadré, je pense, par des travailleuses de rue ou par des maisons de jeunes. Et donc, il y avait, je sais plus, je dis au hasard, il y avait un horaire, c'était tous les jours, de 5 à 6, c'était non mixte filles. Et de 6 à 7, non mixte garçons. Et c'était, s'il y avait pas de filles, les garçons ne pouvaient pas mettre les pieds sur le terrain. Et accompagné avec un travail auprès des garçons et auprès des filles, de qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça visibilise quand il n'y a pas de filles sur le terrain, etc. Et petit à petit, elles se sont installées dessus, simplement d'abord pour s'asseoir, et puis elles ont commencé à l'utiliser, et puis après quelques semaines, elles ont fait du foot. Et parce que c'est inné chez les filles. Parce qu'elles aiment autant que les garçons jouer à la balle, aussi simple que ça. Et après les 6 mois, il n'y a plus d'horaire nécessaire. Et aujourd'hui, encore quelques années plus tard, on constate une plus grande mixité sur ce terrain-là. Parce que les filles se sont senties plus légitimes, légitimes d'être là. Et puis, bien sûr, les garçons, parce que la majorité des garçons, c'est pas volontaire, c'est pas comme si il y en a probablement qui préfèrent être entre mecs, mais je suis convaincue qu'il y en a qui se rendent peut-être pas compte ou qui sont persuadés que les filles n'aiment pas ça. Et donc, une fois que le travail a été fait, les filles se sentent plus légitimes et les garçons les acceptent plus facilement. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a envie de faire à Bruxelles. Alors, on sait pas encore si ce sera ce sport-là qui va être choisi, mais il y aura normalement l'année prochaine un horaire non mixte dans un parc test à Bruxelles, dans l'optique de vraiment venir prouver aux politiciens et aux politiciennes que ça fait sens et que ça rend l'espace public plus égalitaire et que donc incorporer la réflexion de genre dans les politiques publiques à un niveau transversal, ça a du bénéfice pour tout le monde. Est-ce qu'il faut passer d'office par la non-mixité pour que la mixité revienne ensuite? Est-ce que c'est pas finalement créer des groupes qui vont finalement plus se mélanger par la suite? Nous, on pense que la non-mixité, c'est un moyen, comme les quotas. Alors, elle est souvent très questionnée, cette non-mixité. Elle revient souvent dans cette question parce que nous, on l'a aussi dans les stages d'autodéfense. On donne des stages pour les filles et pour les femmes, c'est en non-mixité aussi. Alors, nous, on part du principe que déjà, à partir du moment où on fait partie
d'un groupe dominé, se voir ensemble, entre opprimés, pour réfléchir, pour discuter de notre oppression, et pour trouver des solutions pour en sortir, ça fait toujours sens. Et donc ça vaut pour tous les groupes de domination. Voilà, en tout cas à Garance, c'est ça qu'on va mettre en avant. Donc ça fait sens parce que c'est de l'empowerment, c'est vraiment discuter de la problématique, savoir qu'on n'est pas seul et trouver des solutions ensemble entre opprimés sans devoir toujours justifier en fait ce qu'on est en train de vivre. Donc pour nous ça c'est la base. Et ce qu'on a pu constater nous dans nos marches exploratoires qui sont aussi non mixtes. En fait, j'en ai fait plein qui étaient en mixité parce que ça dépend du projet. Si c'est un projet de Garance, nous on va le faire non mixte parce qu'on trouve que c'est intéressant et pour les raisons que je vais citer. Mais voilà, quand on nous demande de venir former une assoce au marché exploratoire, on l'a fait à la ville de Liège, je l'ai fait à Charleroi. Il y a un collectif d'assos qui se sont appropriés l'outil, je les ai téléformés, c'était en mixité. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas mon projet. À partir du moment où les hommes qui sont là sont sensibilisés et ont compris la démarche, voilà, il y a aucun souci. Par contre, dans les projets que moi j'ai menés en collaboration avec mes collègues à Garance, on a vraiment eu envie de donner la parole aux femmes. Et on a constaté que dans des groupes mixtes, les femmes disent pas la même chose. S'il y a un homme présent, elles disent plus la même chose. Simplement parce qu'elles ont des vécus qu'elles n'ont pas spécialement envie de partager. Et donc, pour avoir la réalité de toute la diversité des femmes, on pense que passer par la non-mixité, c'est important. Aussi parce que, en général, les hommes, ils ont été plus valorisés dans l'apprentissage de la parole en public, de la prise de parole en public, et donc ils ont plus l'habitude. Et donc dans un groupe mixte, la parole, même s'il y a moins d'hommes, elle va être inégalitaire entre les femmes et les hommes. Et alors il y a un autre truc très important, quand on est en minorité dans un groupe minoritaire, donc s'il y a, imaginons, un homme tout seul dans un groupe de 7 femmes pour une marche exploratoire, et que les participantes vont, je sais pas moi, critiquer un comportement qu'elles ont déjà vécu par exemple, de harcèlement sexiste, le seul homme présent là, il va automatiquement vouloir se justifier parce qu'il va prendre pour lui ce que la participante raconte, alors que c'est évidemment pas lui l'auteur, mais que il va dire voilà, moi j'ai jamais fait ça, tous les hommes font pas ça, et donc de devoir se justifier. Et c'est pas l'idée, donc on perd du temps. Et alors il y a une autre chose aussi, c'est comme lui ne vit pas ça, il y a des hommes qui ont dit mais non, enfin là c'est ridicule, pourquoi t'as peur là? Et donc ça dévalorise la parole des femmes qui du coup osent moins parler. Donc pour tous ces rapports-là, nous on préfère que ça soit dit en non-mixité. Alors évidemment, si on voulait un projet où ce serait intéressant de comparer le sentiment d'insécurité vécu par les hommes et par les femmes, ce serait super chouette, mais alors il faudrait faire des marches non mixtes hommes. Voilà. Mais nous, ça n'a jamais été l'objectif de nos projets, donc on n'a jamais trouvé l'utilité. Nous, on a vraiment toujours voulu donner la parole à celles qui l'ont le moins en tant qu'expertes. Donc ça ne s'est jamais mis, mais voilà, pourquoi pas. Ça dépend de l'objectif que l'association ou la personne qui a envie de faire le projet a derrière. Mais donc pour nous, non, la non-mixité n'est pas... je pense pas qu'elle clive plus. Je pense vraiment qu'elle est un outil de réflexion, de richesse, d'échange dans un cadre bienveillant. Et nous, on la pousse même plus loin à la non-mixité. On fait des groupes. Alors évidemment, on fait des groupes pour toutes les femmes où on ouvre à tout public, mais on fait des groupes non mixtes dans le sens réalité de vie. Donc si dans un groupe, c'est pareil que quand il y a un homme, si dans un groupe, il y a une femme qui a, je sais pas moi, un niveau d'éducation supérieur aux autres, et que ça se fait savoir à un moment donné, automatiquement, elles vont toutes avoir tendance à être d'accord avec elle. Parce que les rapports de pouvoir sont là. Et donc, je sais pas moi, si on fait un groupe avec une femme plus âgée et que des jeunes, la réalité de vie n'étant pas la même, les rapports de domination vont sortir. Donc nous, on va essayer de faire des groupes de femmes qui ont une même réalité de vie pour qu'elles puissent vraiment se sentir à l'aise de nous raconter tout ce qu'elles ont envie. Et c'est en faisant des groupes non mixtes très homogène qu'on peut imaginer faire ressortir toute la diversité. Et après, nous, on traduit tout ça et ça fait ressortir. Donc voilà, nous, on la pousse vraiment loin, la non-mixité. Et donc, c'est plus que de la marche exploratoire, c'est carrément de la sociologie là, que tu nous présentes. C'est les rapports humains, c'est les rapports de groupe. Oui, ouais. Donc, c'est des choses qu'on a effectivement appris. Moi, je voulais revenir un peu aussi sur justement les formations à l'autodéfense. Donc, aussi, je suppose, des groupes non mixtes. Ouais. Quel est l'objectif d'apprendre à se battre finalement à ces femmes ?
Alors, on leur propose des outils d'autodéfense. C'est pas, on nous demande toujours si c'est du Krav Maga, tous ces trucs-là. C'est vraiment, bon, le Krav Maga, déjà, c'est pas de l'autodéfence, c'est un sport de combat. Non, et c'est même l'outil de combat israélien. Oui, c'est tout à fait questionnable politiquement. On est bien d'accord. Mais c'est souvent ce qui ressort. Ce n'est absolument pas un sport de combat. Ce qu'on propose, c'est un outil, c'est une technique qui s'appelle le Seitoboe, qui a été, il faut vraiment que je me concentre parce que si Irène m'écoute, elle va je vous dire des bêtises. Non, ça a été créé dans les années 70 par 2 personnes en Autriche qui se sont rendues compte que les cours d'autodéfense féminines à l'époque ne rentraient pas vraiment, ne correspondaient pas vraiment à la réalité que les femmes pouvaient vivre. Et donc, elles ont été chercher des outils dans plusieurs autres techniques et elles ont créé cette technique qui est donc le Seitoboe. Et nous, on propose ça. En Belgique, on est les seuls. Et c'est donc un mélange de plein de choses. On fait de la défense physique, mais on fait aussi de la défense verbale. Et surtout, on vient beaucoup questionner ces rapports de domination. On vient aussi parler des violences. C'est quoi les violences? C'est quoi les violences faites aux femmes? Comment est-ce qu'on nous a élevés? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on nous a appris à se défendre? Et qu'est-ce qui nous a peut-être manqué pour arriver à se défendre efficacement? On déconstruit aussi énormément la responsabilité sur les victimes et donc du coup évidemment la culture du viol. Les responsabilités de la victime où effectivement une femme qui s'est fait violer, on lui demande d'abord comment vous étiez habillée, est-ce que vous étiez sous, avec qui vous étiez. Et donc entre guillemets c'est la femme qui porte la faute. Elle aurait une responsabilité en tout cas. Et ça nous c'est vraiment très très important et ça revient tout le temps dans les stages. On doit vraiment rappeler que voilà, là on est là pour s'outiller, pour se défendre, mais même si un jour on n'arrive pas à se défendre, c'est quand même encore ok. Je veux dire, la responsabilité, elle est quand même toujours sur le dos de l'agresseur. Donc voilà, c'est des stages où on va énormément discuter. C'est beaucoup de co-construction aussi. Donc les participantes viennent là pour échanger leur vécu. Elles ont absolument pas toutes vécu des choses graves. Enfin, veut dire, c'est vraiment de la prévention primaire. Ça veut dire c'est tout ce qu'on peut faire avant que la violence arrive et pour qu'elle arrive pas. Donc c'est pas des groupes de parole pour victimes. C'est vraiment des espaces où, entre femmes, on peut discuter de ce qu'on a déjà vécu et s'outiller pour le prévenir. Alors, en préparant cette émission, je regardais différentes choses et sur YouTube, il y a pas mal de personnes justement qui expliquent une série de choses que tu as expliquées ici. Il y en a une qui disait justement, il faut toujours répondre. Et même si c'est sur le ton de l'humour et sur le ton de tourner en dérision, elle donnait comme exemple, elle disait si un garçon m'interpelle dans la rue en me disant ah t'as un gros cul, eh ben je me retourne et je lui dis t'as jamais vu mes seins. Et donc voilà, mais donc d'être toujours sur ce rapport de répondre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors de nouveau moi je vais rarement dire aux femmes il faut parce que voilà je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on nous dit beaucoup donc je te propose de répondre tout le temps. Je t'invite. Alors, c'est vraiment, en fait, ce qu'on fait sur le moment même, c'est toujours, ok. Il y a des jours où j'ai pas envie de répondre. Il y a des jours où, voilà, où j'aurais peut-être pas l'énergie ou la tête à ça. Et donc, nous, on va parcourir toute une diversité un panel de stratégies, différentes, qui iront de la fuite à la réponse, à la confrontation ou à effectivement plutôt sur le ton de faire quelque chose d'un petit peu fou. Voilà, tout ça nous on va le partager. Maintenant, on va essayer que ce soit le plus riche possible pour qu'en fonction de notre moment, on puisse se servir de ça sans se dire ah merde là j'aurais vraiment dû faire ça, on m'avait dit qu'il fallait ça. Non, c'est pas l'idée. De toute façon, ce qu'on fait sur le moment même, c'est toujours le mieux qu'on pouvait faire. Donc il n'y a pas de j'aurais dû. C'est toujours ok. Et donc, nous, on va plutôt vraiment discuter tout ça. Donc ça peut être effectivement une technique. Et alors, du coup, les femmes peuvent donner des exemples de ce qu'elles ont déjà fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et donc, on va vraiment parcourir beaucoup de stratégies différentes pour que, en fonction de mon état du moment et de mes limites personnelles du jour, j'ai accès à quelque chose de simple, d'une réponse quelle qu'elle soit. La fuite peut être une réponse. Si je choisis de ne pas répondre, et que je l'ai choisi, c'est une stratégie d'autodéfense. Mais est-ce que finalement tout ça
allez, je vais parler en tant qu'homme peut-être un peu naïf, mais est-ce que tout ça n'est pas finalement un jeu de séduction? Est-ce que le fait qu'un garçon interpelle une fille et lui dit ah t'es mignonne, et je ne caricature pas sur des jeunes de quartier ou des choses comme ça, hein. Je veux dire, ça peut être un homme de 50 ans bien installé qui mademoiselle, je vous trouve parfaitement agréable. C'est gentil, c'est de la séduction quand même. On est dans un jeu de séduction. Non, c'est pas la séduction. C'est rappeler aux femmes leur place. C'est rappeler aux femmes qu'elles sont là pour ça. Qu'elles sont belles. Ouais, mais non. Et en fait, la vie des gens sur notre physique, on l'a rarement. En fait, on ne le demande jamais. Est-ce que ça ne rassure pas les femmes de se faire entendre dire, écoute, tu es jolie? Moi, personnellement, pas du tout. Je peux parler que pour moi, là, maintenant, mais je sais pas toi. Mais moi, non. Moi, ça s'installe dans un climat permanent de rapport au corps, au physique et à ce qu'on attend de moi en tant que femme qui me dérange très fort. Donc moi, je vais jamais le prendre bien quand on me dit ça dans la rue, non. Dans la rue, mais dans l'intime, c'est non, différent. Pareil. Pareil. Ça dépend, mais c'est au travail ou dans un truc professionnel où automatiquement j'arrive et je suis la seule femme et on me remet automatiquement à ma place en me faisant une remarque sur ma tenue alors qu'on va pas le faire aux hommes. Si, c'est juste pour me rappeler ma place. C'est pas la séduction, c'est l'expression de la violence et l'expression de rapport de domination. Rappeler sa place. Inférieur aux hommes. Ah oui, ok. Donc pour toi, c'est d'office inférieur aux hommes. Ça pourrait être supérieur aux hommes, non? Non, ça ce serait super. Enfin non, c'est pas vrai. Je retire parce que ça va me retomber sur la tronche après. Non. Oui, c'est enregistré. Ouais, oh merde. Non. Nous, on milite pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et qu'on soit à égalité. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on vit dans une société patriarcale où le système sexiste existe. Alors, il n'y a pas que les méchants sexistes et les méchants misogynes, et c'est pareil que le racisme. Il n'y a pas que les méchants racistes qui font des remarques. C'est un système. Et nous, on l'observe toujours à travers ce système-là. Et donc, on va être attentive à ça. Et donc, quand je dis ça me ramène à ma place, c'est que la place des femmes, c'est d'être jolie, d'être douce, de pas prendre trop de place, de prendre juste assez de place, de ne pas l'ouvrir trop. Enfin voilà, on attend des femmes un rôle. Et dès qu'on sort de ce rôle-là, on sera catégorisé soit d'hystérique, soit de femme mec, soit de frustré, soit de mal. Voilà. Et quand dans une pièce de réunion, j'arrive, on me serre la main en me disant mademoiselle, ou bien on me fait la bise parce que je suis une femme et on me commente ma tenue, c'est automatiquement me remettre à la position dans laquelle on veut m'avoir. Et donc ça n'est jamais un compliment, jamais. Et alors. Je dis pas, et tant mieux s'il y en a certaines qui le vivent comme tel. De nouveau, là, je vais pas leur dire vous avez tort, loin de là. Et tant mieux si c'est pas violent pour certaines. Je voudrais pas qu'on soit toutes en train de vivre ça gravement. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, pour moi, je le vois comme un système et que nous, en tout cas à Garance, on va toujours garder ça en tête quand on déconstruit ou quand on analyse. Mais donc, on peut rien dire. Si, on peut dire exactement ce qu'on dit. Quand c'est pas une femme. Rien de cet ordre-là. On peut pas. Moi, je pense que parler à une personne de son physique, de son statut marital, de sa famille, parce que c'est une femme, parce qu'on demande rarement à un mec à des trucs de sa famille, tout ça, c'est rappeler la position et les stéréotypes de genre. Donc on peut tout dire, mais surtout, toujours respecter le consentement et la limite. Ou alors je le dis aux hommes et aux femmes. Voilà. C'est ça. Être équitable. Quand je verrai Thierry, je lui dirai, je trouve que tu as un très joli pantalon. Donc ça... Et encore, ce sera pas la même chose, tu vois, parce que, alors, je vais essayer d'expliquer que ce soit clair. J'ai parlé tout à l'heure de continuum des violences. Donc, il y a plein de vidéos qui circulent de femmes qui ont, en caméra cachée, essayé de faire du harcèlement de rue, qui sont mis à la place de mecs et qui ont interpellé des hommes dans la rue. J'en ai regardé, effectivement. Alors, comme expérience sociale. Comme voilà, c'est super intéressant. Mais Ça marche pas. Ça marche pour visibiliser ce que les femmes vivent, pour que les hommes se rendent compte, ça marche. L'impact que ça aura sur les hommes n'est pas le même que ça aura sur les femmes. Quand on parle de continuum des violences, ça veut dire que pour la fille qui se prend une remarque dans l'espace public à 10h du matin, c'est peut-être la 3e de sa journée. Elle s'est peut-être fait mettre la main au cul par un mec dans le bus. Elle a peut-être eu une remarque sur ses talons par son patron. Et le soir, quand elle rentrera, elle aura peut-être une remarque de son mari parce que, je sais pas moi, rien, la machine n'est pas faite, peu importe. Le repas n'est ça, pas c'est une journée.
Et toutes ces injonctions-là, toutes ces agressions-là, ce sont des agressions qui, à chaque fois, si tu les prends isolément, ça peut être comme une piqûre de moustique, mais si ça en a sur tout le corps et que t'en as 100, c'est pas du tout la même impact que quand t'en as qu'une. Le mec, là, qui a eu l'expérience, ce sera probablement la première fois de sa vie qu'il le vit. Il le rêvait peut-être. Ça m'étonnerait parce que vu la réaction de certains mecs dans la rue, ils sont pas ravis du tout. Donc, là, c'est bien parce que ça visibilise et c'est intéressant de voir la réaction des mecs. Ça n'a quand même pas le même impact parce que les femmes qui le vivent, ce sera cette fois-là que cet agresseur-là et ce sera que celui-là. Mais il y en a peut-être 4 autres derrière et 4 autres après. Donc c'est toujours la même agression, mais c'est jamais le même agresseur. Et donc on dit bah oui c'est pas grave, mais t'en as 10 derrière. Et donc la gravité elle est là. Et donc même comme ça c'est pas la même chose. Tu vois donc c'est ça quand je parle d'inégalité et de statut, il y a aujourd'hui encore un statut entre femmes et hommes. Il y a une hiérarchie. Les hommes sont plus importants que les femmes et ils ont plus de droits. On n'a pas d'égalité de salaire. Enfin voilà c'est un tout. Mais je voudrais revenir sur l'aspect séduction parce que il faut bien avoir une phrase d'accroche. Alors, à une époque, c'était t'as de beaux yeux, tu sais, nous disait cet acteur français. Hein, bon, mais alors bon, c'est, je sais pas moi, tout à l'heure. Enfin bon, voilà, ça peut être, c'est une phrase d'accroche finalement. Donc, en quoi est-ce que ça ne peut pas être compris comme de la séduction ? Moi, je pense que l'objectif derrière, quand on fait une remarque, quand j'imagine qu'un mec me dit ça dans la rue, son objectif, c'est pas la séduction derrière. Hein. Il s'en fout. Hein. Il y en a très peu qui ont vraiment envie d'apprendre à connaître qui je suis. Hein. Ça, je te le garantis. Enfin, je veux dire, c'est ça, la séduction, c'est quoi ? C'est bon, déjà, je m'embarque dans les trucs, c'est un peu casse-gueule, mais... Non, mais c'est moi qui t'y amène, je te pousse sur le fil. Mais non, ce que je veux dire, c'est que... Évidemment qu'on peut rentrer en relation avec une personne si on est attiré par une personne. Alors évidemment, attention, il y a tous les normes, enfin les normes derrière, l'hétérosexualité. Enfin voilà, c'est hyper hétéronormé aussi d'office parce que je suis une meuf, penser que je vais être attirée par un mec. Ben, qu'est-ce qui te dit que j'aime pas les meufs. Enfin voilà. Donc il y a plein d'autres choses. Mais imaginons qu'on veut vraiment rentrer en contact avec une personne sur qui on a vraiment une attirance très forte dans la rue. Il y a moyen de parler à une personne déjà de façon respectueuse, c'est en disant bonjour, au revoir, et surtout, mais alors surtout, quand elle dit non, respecter le non. Parce que le harcèlement sexiste dans l'espace public, quand un mec dit j'ai de beaux yeux et que moi ça m'emmerde et que je dis en fait ça m'intéresse pas ton avis, qu'est-ce qu'il va me répondre derrière ? Il va me répondre connasse. Et donc c'est aussi me remettre à ma place. Donc je suis mal à l'aise de parler de séduction, mais si on veut rentrer en contact avec quelqu'un dans des rapports amoureux ou en tout cas d'interaction intime, il y a moyen de le faire respectueusement et surtout, il y a moyen de respecter le non et le consentement. Et ça, c'est aussi une notion qu'on a peu l'habitude de respecter quand il s'agit d'une femme parce qu'on nous a aussi beaucoup appris quand une femme dit non, c'est qu'en fait elle pense oui. Et c'est véhiculé aussi beaucoup par les pubs et par les films. Il y a énormément de films cultes qui sont basés sur des agressions sexistes. Vraiment fort. Star Wars, tous. Enfin, il y a des scènes qui sont considérées comme des scènes d'amour. Scène avec la princesse Leia. Ouais, il y a des scènes qui sont considérées comme des scènes d'amour qui sont des scènes d'agression sexuelle et où c'est totalement banalisé. Et donc, on nous a vraiment appris, et je pense qu'il y a plein d'hommes qui le pensent sincèrement, quand une femme dit non, elle pense oui. Mais non. Et ça, donc, voilà, moi, je dirais, ok, de séduire, ok, de rentrer en contact, quand c'est respectueux, quand c'est pas fait en bande, voilà, il faut aussi être conscient de son rapport de domination. Si je le fais, je suis 4 mètres contre une fille, quel est le but derrière? Tu vois? Donc, moi, je pense que des personnes qui ont vraiment envie de rentrer en contact avec quelqu'un dans la rue, c'est pas ça qu'ils vont dire. En tout cas, c'est bizarre, il y a aucune meuf qui le fait. Et il y en a plein qui séduisent. Ouais. Heureusement, ça marche encore, la séduction. Je prends un peu la place, hein, mais Annabelle, n'hésite pas à me couper. Tout le phénomène qui est en cours actuellement, le hashtag balance ton porc, qui d'ailleurs a été en parallèle du hashtag MeToo. Voilà, au niveau de Garance, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est pas de la diffamation? Alors, de la diffamation ou ouais, diffamation. Alors la dénonciation, on a beaucoup faire un rappel avec les nazis en 40-45. Alors, je voudrais quand même rappeler que je n'irai pas jusque là. Je ne suis pas Zemmour. C'est allé jusque là. Oui, c'est allé jusque là. Je voudrais quand même rappeler qu'à l'époque, on dénonçait des innocents.
t'en balances ton porc, ils sont pas tout à fait innocents, les mecs. Donc c'est quand même déjà la base, pas tout à fait la même. Oui, sauf qu'on mélange. J'ai été voir, j'ai été lire, et donc il y a effectivement en plus des hommes qui s'expriment. Hein, d'ailleurs, il y a le bandeau rose et le bandeau bleu, hein, donc on peut aussi. Évidemment. Moi, je réinterroge ça, mais enfin bon, voilà. Mais enfin, n'empêche que si on prend les témoignages de femmes, on met sur le même pied une remarque sexiste, voire idiotement sexiste, hein, mais sexiste quand même. Mais sexiste quand même, bien sûr, oui, ça je remets pas en cause, mais on la met sur le même niveau qu'un viol. C'est pas la même chose. Non, mais ça s'installe dans ces violences dont je parlais tout à l'heure. Et dans donc, ce fameux continuum dont tu parlais. Voilà. Et donc moi, je veux dire, sur un hashtag comme ça, je t'imagine s'il fallait faire chaque fois hashtag attention petite agression, attention, tu vois. Là, l'idée du hashtag, c'était de visibiliser et l'ampleur du truc. Alors moi, je sais pas si j'ai envie de discuter sur les termes et l'importance du truc. De toute façon, quand les femmes disent quelque chose, ça n'ira quand même jamais. Tu vois. Si on avait choisi autre chose, il y aurait eu autre chose. Donc, moi, ce que je trouvais important dans le truc, c'est que ça visibilise. Ce qui m'énerve, c'est qu'on dit que c'est les femmes qui ont enfin pris la parole, alors que c'est pas vrai. C'est juste les personnes qui ont enfin écouté, parce que des femmes qui ont dénoncé, il y en a toujours eu, et notamment à Hollywood, tout le monde savait. Il y a plein, et voilà, c'était très très connu. Il y a même eu un film dans les années 70-80 qui s'appelait Promotion Canapé. C'était le titre du film. Hein, donc voilà, il y a plein de choses qui se savaient déjà. Donc moi, l'intérêt de ce hashtag-là, c'est que ça fait bouger, qu'il y a des femmes qui ont osé pour la première fois. Il y a toutes celles qui n'ont pas osé. Parce que c'est pas parce que on l'a pas mis sur son mur Facebook que d'office on n'a pas vécu. Ça, c'est aussi important. Et chacune se sent différemment par rapport à ça. Moi, je parlerai pas de diffamation ni de dénonciation parce que je trouve ça un peu énorme comme raccourci parce que c'est voilà, là on dénonce des gens qui ont fait des choses graves et pas des innocents. Et le reste, ben voilà, ça prend de la place, ça fait parler de choses qui sont très importantes et donc moi je trouve que c'est plutôt positif. Donc l'intérêt c'est que ça a rendu visible, audible comme tu disais. Ouais. Et que dans tous les milieux, ça y est quoi. Ça sort de partout, donc ça vient déconstruire aussi le mythe comme quoi la violence ne toucherait qu'un certain milieu, que certaines cultures. Ça vient vraiment déconstruire tous ces mythes aussi qui sont du coup récupérés à des fins racistes, qui viennent qui viennent faire l'apologie d'une certaine classe sociale qui ne ferait jamais rien. Et donc là vraiment c'est magnifique de voir que ça sort de partout. Oui, surtout des hautes sphères, on voit qu'ils sont aussi largement concernés par le problème. Oui, bien sûr. Et que dit la loi, justement, ici en Belgique? Voilà, une femme est victime de harcèlement dans la rue. Légalement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Où est-ce qu'elle peut aller? Si elle va à la police, on va quoi? Lui rire au nez? Ou on va prendre ça très au sérieux et les agresseurs vont... subir quelque chose? Alors moi, alors attention là de nouveau, il y a plein de choses qui peuvent être discutées par rapport à ça. Il y a évidemment des endroits où elles seront bien reçues, il y a des endroits où elles sont pas bien reçues. Ça c'est dans les faits, c'est réel. Il y a une loi qui existe. Alors je suis pas une experte, je pense que c'est depuis 2014, mais je peux me tromper. La loi non, j'ai n'importe quoi, c'est 2016, sur le harcèlement, c'est 2015. 2015, voilà. Et du coup, il y a une super enquête de Vie féminine qui a fait d'ailleurs un espèce de petit point sur 2 ans après on en est où dans cette loi, combien il y a eu de plaintes et jusqu'où elles ont été. Alors ce qui est compliqué dans cette loi, elle a le mérite d'exister, donc on va pas cracher dessus et je trouve que c'est quand même déjà quelque chose de pas mal. Le problème c'est que c'est toujours la preuve, hein, quand il s'agit de harcèlement sexiste dans l'espace public, c'est compliqué d'aller rechercher l'auteur pour le trouver et venir dire ou dénoncer. Donc je crois que c'est plus facile quand c'est fait malheureusement pour le gars devant des flics ou qu'il y a des témoins ou des photos, voilà. Donc c'est très compliqué d'aller prouver. Donc cette loi, elle a beaucoup de limites. Et il y a malheureusement encore beaucoup d'endroits où les policiers et les policières ont dit aux personnes, c'est pas grave, je vais quand même pas prendre plainte pour ça, allez, c'est bon. Donc je crois qu'il y a, je suis pas certaine des chiffres, mais je pense que sur Vie féminine, il y a 25 plaintes qui ont été déposées depuis la création de la loi. On a les chiffres, parce que j'avais trouvé un article de La Libre qui disait la loi contre le harcèlement de rue fait pchit. Et en fait, justement, il montrait la difficulté de prouver ces faits-là. Voilà. On va chercher. Mais je pense que c'est plus ou moins ça. En tout cas, quand Vie féminine a commencé son étude, c'était ça. Et donc, il y a des grosses lacunes. Il y a des grosses lacunes dans cette loi, et notamment à la charge de la preuve, etc. Mais voilà, elle existe. Et donc, c'est une avancée. Et on va continuer pour qu'elle s'améliore. Et je pense que les associations féministes qui continuent de
d'essayer de la faire de bouger. Il y a la plateforme Mirabal là qui a été créée et qui a organisé la manifestation nationale qui a eu lieu le 25 novembre, qui a créé tout un texte de recommandations et qui va porter toutes ces revendications à des niveaux de pouvoir plus élevés. Et c'est la même chose partout en Europe ou cette loi n'existe qu'en Belgique? Ah non. Alors là, de nouveau, je ne suis pas une experte. En Belgique, elle existe pas du tout en Europe partout. Hein. Je sais que nous, les associationnistes, on allez souligner l'importance que la Belgique les fait. Je crois pas qu'en France ça existe du tout. Je connais pas les autres pays, mais non, il y a pas du tout la même chose partout. Non. Alors moi j'avais encore une question, de demander un avis. J'ai entendu Anaïs Bourdet, qui est une responsable d'une association française féministe qui s'appelle Osons le féminisme, qui d'ailleurs insistait fort sur le fait de ne pas se mettre en opposition avec les hommes, mais bien de construire avec, ça c'est quelque chose qu'elle disait. Mais il terminait quand même son intervention en disant, et je voulais que tu commentes, être femme, c'est mériter la lune, mais c'est aller la décrocher soi-même. Donc je continue à te mettre sur le fil. Bon courage. Mériter la lune. Annabelle, tu peux le dire aussi, tu peux réagir également. Bien sûr. Moi, ce qu'elle veut faire passer, je pense que c'est qu'on mérite la même chose que tout le monde, mais qu'effectivement, on va devoir, ça va pas nous arriver dans le bec tout cuit, quoi. Je pense que toutes les avancées de droits des femmes sont toujours arrivées parce que des femmes sont allées le chercher, effectivement, et qu'il y a plein de citations comme ça qui vont dans le même sens que si on continue comme ça, on y arrivera, mais sinon ça va stagner pendant encore un petit moment, à mon avis. Ouais. Oui, le côté être dans l'action et pas passif justement par rapport à si on a des attentes, quoi. Oui, ben voilà, si on a voulu voter, on est allé le chercher, quoi. C'est la même chose. On a voulu un droit à l'avortement, on est allé le chercher aussi. C'est pas. Et c'est pas encore complètement acquis. Non, pas du tout. Non. Donc voilà, c'est ça, je pense. Et donc je suis assez d'accord. Je pense que en tout cas aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Je ne serais pas contre un petit peu d'aide, mais. Mais je pense qu'il y a des hommes qui vous aident et qui accompagnent ce combat. Et heureusement, bien évidemment. Oui. Ok, très bien. Du coup, on mettra pas mal d'informations sur la page Facebook de Soyons Curieux, avec notamment des liens vers vos publications et par rapport au site internet. Super. Et du coup, Laura, merci beaucoup. Merci à vous. Mais c'est pas fini. Non, je sais. C'est pas terminé, mais je te remercie déjà pour l'échange. C'était très intéressant. Et donc, je propose de rappeler quand même le site internet, Annabelle. Donc, c'est www.garance.be. Donc, je sais qu'il y a un agenda avec toutes les dates des formations, vos publications, etc., vos projets en cours. Il y a aussi le livre qui a été rédigé par la directrice de Garance qui s'appelle Non, c'est non, qui est en téléchargement gratuit. D'accord. Par Irène Zellinger. C'est ça. Ouais. Très bien. Ah, mademoiselle, mademoiselle, c'est toi qui vas me poser des questions. Oh là là, jackpot. Mademoiselle, t'es le soleil de ma journée et je rêve de me coucher sous tes rayons car je sens que t'es une chaude, toi. Trop fort, le beau gosse, trop swag. Oui, c'est moi qui vais vous poser quelques questions. Donc en effet, on a la chance d'accueillir sur le plateau de Soyons Curieux quelques représentants masculins dont on parle sous le hashtag Balance ton porc. Quoi, c'est moi que tu traites de porc, et ça va, t'es poli avec moi, d'accord, moi je suis gentil, ça va, je t'ai pas manqué de respect, ça va, je t'ai même fait un joli compliment, ça va, tu peux me répondre gentiment, ok, ça va, c'est de l'humour, moi je te l'ai dit sous le ton de la rigolade, t'as pas d'humour ou quoi, et ton mec quoi, il t'a pas honoré, c'est ça, t'es vénère, t'as pas vu sa tub. Merci Rémi pour votre témoignage. Je me tourne à présent vers Carlos, un jeune diplômé d'un master en publicité. Que pensez-vous du hashtag Balance ton porc ? Écoutez, je comprends pas bien tout, moi. Je comprends pas tout ce ramdam qu'on fait autour de tout ceci. On mélange tout, quoi. On peut plus s'adresser à une femme, et même au-delà de ça, simplement, on peut même plus être créatif. Tout ça, c'est mal pris, quoi. Allez, un exemple. J'ai trouvé un super slogan pendant mon stage chez un fournisseur d'appareils connectés. Avec Xcube 3000, téléchargez aussi vite que votre femme ne change d'avis. Allez, en une phrase, c'est génial quand même. Allez, vous qui êtes journaliste, dans cette phrase, il y a tout, il y a de l'humour, il y a de la technologie. Allez, les femmes de la boîte, elles n'ont pas du tout aimé. Soi-disant
que cela renforçait le cliché de la supériorité masculine sur les femmes, et puisque les femmes changeaient tout le temps d'avis, eh ben, elles n'étaient pas aptes à diriger. Bah, franchement, moi je comprends pas, hein. Je cherchais juste le bon mot, le bon slogan, la punchline. Madame, je souhaiterais intervenir. Mais je vous en prie, monsieur Ordinario, vous êtes professeur d'histoire dans une école secondaire, c'est bien ça? Oui, parfaitement. Madame, vous ne pourrez contester les faits. Depuis que l'être humain est sur Terre, depuis plus de 5000 ans, c'est comme cela. L'homme, par le fait même qu'il ait un phallus, est supérieur à la femme. C'est lui qui chasse, c'est lui qui ramène l'essentiel de l'argent par son travail, lui qui joue un rôle d'autorité auprès des enfants, sans compter qu'il ne pleure jamais, lui. Alors, vous me direz, l'homme ne doit pas être une bête incontrôlable gérée par ses seules hormones. Vous auriez raison. Mais notez ô combien la femme, depuis toujours, cherche à séduire l'homme pour se reproduire, pour se faire entretenir. Short moulant, décolleté plongeant, chevelure au vent, manicure soignée, tout en elle exprime ce besoin d'être séduite par un homme, un vrai. Dès lors, c'est ce que je fais avec mes étudiantes, je leur donne ce qu'elles attendent. Vous leur donnez ce qu'elles attendent. Qu'entendez-vous par là? Eh bien oui, écoutez, ne tournons pas autour du pot. Plus la jupe est courte, plus la cotte est longue. Hein? Elles le savent, c'est normal. C'est un jeu entre nous. Et puis, certains ne disent pas non pour une petite tape amicale sur les fesses à la fin de l'examen. C'est un jeu entre nous. Et elles le savent. Ah, trop swag le vieux. Ah, monsieur, t'es mortel, toi. Ah, moi je vais me faire prof. Ah, moi aussi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux devenir prof. Mais non, je suis pas d'accord, c'est pas normal. Et je pense que vous profitez de votre position hiérarchique en tant que prof. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul, j'en ai déjà croisé des autres comme vous. Mais bon, passons à monsieur Hogg, rédacteur en chef d'un célèbre journal. Si nous lisons le témoignage qui vous concerne, vous auriez dit à une jeune romancière lors d'un dîner présenté comme un rendez-vous professionnel, et je cite, « Tu ne viens pas de divorcer ? Si j'avais su que tu étais déjà maquée à nouveau, je t'aurais invité dans un endroit plus cheap. Mais bon, j'ai loué une suite à l'étage. Ça serait bête de ne pas en profiter. Tu veux vraiment pas monter ?» Mademoiselle Madame, s'il vous plaît, je suis mariée. Enfin maquée, comme vous dites. Oui, enfin, madame, s'il vous plaît, je suis... Ça, c'est la meilleure, tiens. Enfin bon, soyons de bon compte. Un compliment est quand même la meilleure chose qui arrive dans la vie d'une femme. C'est un cadeau sacré. J'en ai d'ailleurs un beau à votre sujet. Écoutez bien. Tu as les yeux noisettes. Tu ne veux pas que je sois ton écureuil? Allez, vous pouvez pas dire que c'est pas gentil quand même. Oh, tu sais quoi, moi je préfère plus direct. Allez, viens, j'ai envie de te défoncer la Ok, merci. Pas de propos vulgaires dans cette émission. On a bien cerné vos opinions respectives. Monsieur Hogg, poursuivez. Mademoiselle, pardon. Madame, vous serez d'accord pour dire qu'un bisou dans le cou, c'est tout doux? Eh bien, moi, c'est ma spécialité. Une femme, un bisou dans le cou. Qu'elle soit d'accord ou non, d'ailleurs. Souvent, elles sont d'accord. Je suis un homme, vous savez, pas un harceleur. Et même mon ami nouvelliste, mon ami Tristan Bannon, me disait l'autre jour, lors d'un dîner, « Tu sais, Phil, il m'arrive d'être sifflé dans la rue et c'est pas toujours désagréable, tu sais. » Vous voyez, les femmes aiment cela. Je ne sais pas s'ils l'attendent comme disait monsieur Ordinario, mais en tout cas, bon nombre apprécient d'être pris dans ce petit jeu de drague et de séduction. Parfaitement. Professeur Ordinario, vous voulez ajouter quelque chose? Ah ben, parfaitement. De tout temps, les femmes ont utilisé leur corps et leur capacité à séduire les hommes pour diriger le monde. Regardez les courtisanes. Certaines se sont d'ailleurs fait ériger des châteaux en France ou ailleurs. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel entre hommes et femmes. Cela fait partie de notre culture, de notre éducation. Il n'y a rien à remettre en question. Tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Mademoiselle, c'est quoi? Les courtisanes, aujourd'hui, c'est les sugar baby, PTDR! Carlos, vous voulez intervenir?
Bien ouais, moi, je voudrais ajouter quelques petits points quand même. La rue, c'est pas pour les femmes convenables. C'est pas vraiment leur place, quoi. Elles doivent y passer. Et le mieux, c'est qu'elles soient accompagnées d'un homme, hein, pour être complète. Et puis, toucher les fesses, c'est pas vraiment grave, quoi. C'est pas toucher les seins, tout de même. Et puis, moi, je rejoins professeur Ordinario, hein. Nous, les garçons, on est éduqués comme ça. C'est dans toutes les pubs, dans tous les films, dans toutes les émissions de télévision. Allez, par exemple, je me rappelle de ce génie de Serge Gainsbourg. Vous êtes d'accord? Serge Gainsbourg, c'est un génie. Ah oui. Oui, oui. Eh ben, il a quand même dit « I want to fuck you à Whitney Houston ». Eh ben, ça a fait rigoler toute la France. Tout le monde en rigolait. Ou alors, dernièrement, ce bisou sur les seins de Soraya chez Cyril Hanouna. Ben, tout le monde a rigolé. Hein, on en parlait sur les réseaux sociaux. Et puis Soraya, elle a rien dit. Hein. Elle n'a pas porté plainte. Il n'y a pas eu de réaction. Donc, c'est qu'elle aimait bien, non? Peut-être pas, non. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a juste reçu 250 signalements contre Cyril Hanouna et son émission Poubelle. Mais bon, on va en finir ici. J'en ai assez entendu et mon invité aussi. Pas vrai, Laura? Alors, merci aux différents intervenants. Je crois que l'on a bien compris l'étendue, enfin si on peut dire, de vos points de vue. Je me demande en vous écoutant comment ça se fait qu'en tant que femme, on n'a pas pris la parole plus tôt et que les hashtags ne sont pas sortis plus vite. Hey, mademoiselle, dis merci pour l'invite, hein, mademoiselle. Moi, je te laisse mon numéro, d'accord? Comme ça, t'hésites pas, hein, si tu veux passer du temps avec un vrai beau gosse viril, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas vraiment ce que tu veux dire, non. Vous mon chalet, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges adorables, et nous les sommes vos diamants. Avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être, vous les femmes. Radio27.be, bien entendu. Eh bien, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je suis désolée, mais donc c'était la chronique de Patrick au cas où on ne l'aurait pas compris. Donc merci beaucoup Patrick pour ce jeu d'interprétation. Et il faut remercier Thierry qui, comme ça, au pied de la lettre, a pris le rôle du personnage de Monsieur Phil Hogg. Bah oui, merci à Thierry. Et donc une chronique un petit peu bousculante, si on peut dire. Je ne sais pas si Laura, tu souhaites réagir par rapport à tout le contenu qu'on vient d'entendre? Ah bah non, je trouve que c'était assez représentatif de ce qu'on avait déjà dit avant. Donc les concepts qui sont sortis, la banalisation, la hiérarchie en fonction, enfin le prof. Et donc c'est vrai que ça montre bien que c'est partout. Donc ça c'était intéressant. Et effectivement, ce genre de discours, ils existent. Et donc, c'est quelque chose que les femmes avec qui tu fais les cours de self-défense racontent aussi Oui. Enfin, nous, elles racontent tout ce qu'elles ont évidemment envie, mais en général, ça sort assez vite, oui. Tout ce qu'elles ont déjà pu vivre. Et donc, la base de nos stages aussi, c'est d'en parler ensemble et de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule. Parce qu'il y a beaucoup de femmes victimes survivantes qui gardent en elles l'impression d'avoir fait quelque chose et donc d'être responsable, et donc d'en parler et d'échanger, ça peut éventuellement alléger un petit peu cette lourdeur-là. Et est-ce qu'il ne faudrait pas agir dès la source, c'est-à-dire dès l'école finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas alors je sais pas, je réfléchis peut-être tout, hein, mais amener un cours ou à travers justement, j'arrête pas de le dire, ce fameux cours de rien, ce cours de citoyenneté, qui finalement s'installe dès les primaires maintenant. C'est plutôt d'installer, enfin oui, ou même peut-être dès les maternelles, d'installer finalement ce phénomène, enfin cet apprentissage de, en face de moi, ok, c'est une fille, moi je suis un garçon, ou inversement, mais il n'y a pas de niveau hiérarchique à avoir. Bien sûr. Moi, j'irais même plus loin. Il faudrait, tant que la société est comme ça et que les stéréotypes de genre ont tellement de succès, il faudrait même arrêter de savoir le genre des enfants dans le ventre à la conception, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà foutu, en fait, à ce moment-là.
Et que donc, oui, effectivement, commencer à éduquer les enfants différemment. Donc, on peut voir aujourd'hui que les stéréotypes, ils sont totalement acquis chez les enfants dès 7 ans. Donc, à la crèche, ce serait vraiment génial. J'ai vu passer le jour dans une classe, ils ont demandé à des enfants de dessiner 4 personnages. C'était en anglais, donc il n'y avait pas le un ou une qui induisait en erreur. Ils disaient, voilà, on dessine un pompier, on dessine un chirurgien, on dessine un pilote. Et tous les enfants dessinent, et ils ont nommé leur dessin, et après ils ont fait rentrer dans la pièce une chirurgienne, une pilote et une femme pompier. Et les enfants étaient surpris. Et sur les 169 dessins, il y en avait 4 qui représentaient des femmes, je pense. Donc, tout ça, c'est acquis dans les histoires qu'on raconte aux enfants. La place des héros, la place des héroïnes, quelles sont les caractéristiques des garçons et des filles, qu'est-ce qu'on valorise chez un petit garçon quand il va jouer. Quelles sont les émotions qui sont acceptables pour un garçon ou pour une fille. Tout ça, c'est très 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 fort, encore ancré. Et dans les crèches, c'est déjà très flagrant. Et les enfants, souvent, on nous répond à ça, mais non, moi, je n'ai pas fait ça. J'ai proposé à mon fils des poupées et il l'a pas voulu. Le truc, c'est que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation très très grande et donc ils vont percevoir la réaction des adultes autour. Donc, c'est parfois pas très conscient. Peut-être que la grand-mère ou le grand-père a eu un regard un peu surpris quand un petit garçon joue avec une poupée et que l'enfant, voilà, il se dit, en fait, on n'attend pas ça de moi. C'est pas voulu. Il perçoit même le métalangage, en fait. Complètement. Ouais. Alors, ce qui est important, je trouve aussi à préciser, c'est que donc, on parlait tout à l'heure de cette hiérarchisation entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, ça bouge évidemment, donc il y a certains parents, certains enseignants qui vont respecter les enfants et leur attirance en fonction de juste eux-mêmes et valoriser ça chez eux. Mais il y a c'est plus acceptable pour une fille de jouer à des jeux de garçons. Et là, attention, c'est pas essentialiste. Ce que je dis, c'est vraiment, il y a des jeux qui sont considérés comme masculins, mais qui sont... les catalogues, et on est ici en période pré-Noël, on voit arriver les catalogues, les fers à repasser, et la tondeuse, et on met un garçon, on met une fille, mais voilà. Mais pour une fille qui va plutôt s'occuper des jeux de garçons, on va dire, c'est super, elle est aventurière, elle est débrouillarde. Mais par contre, un garçon qui va jouer à la poupée, ou qui va être attiré par la danse, là, il se déclasse, lui. Donc une fille qui s'intéresse aux jeux de garçons, elle monte de classe puisqu'elle s'identifie à ce qui représente le masculin, ce qui est mieux puisqu'il y a une hiérarchisation. Alors qu'un petit garçon qui s'intéresse à des jeux de filles, il se déclasse, il descend. Et donc c'est en général beaucoup plus compliqué pour un petit garçon de tenir ses choix de jeux qui sont considérés comme des jeux de filles que le contraire. Alors moi j'ai vu un petit peu de tout. J'ai un petit garçon de 5 ans qui tient bon. Encore dans certains trucs qui fait déjà plus certaines choses. Il allait à l'école en robe pendant tout un temps, il le fait plus, mais il tient bon sur certains trucs. Et voilà, moi je lui ai appris à se défendre et à comment est-ce qu'il pouvait maintenir son choix. Heureusement, il n'est pas tout seul dans sa classe, ils sont 2, mais voilà, et je vois qu'il est en train de se genrer très fort et c'est normal, il vit dans cette société-là. Mais moi, j'aimerais bien continuer à lui, en tout cas, qui garde la possibilité de faire ce qu'il veut, parce que c'est ça qui est derrière. Tous les enfants qui rentrent dans les cases, voilà, tant mieux pour eux et pour elles. Et moi, je trouve ça triste parce que je trouve ça pas joli. Mais au moins, il y a peut-être pas trop de souffrance, mais il y a énormément d'enfants, filles et garçons, qui souffrent énormément des cases où on les a mis et qui leur convient pas. Oui, mais enfin, on vit dans une société, donc il faut placer un cadre général, et donc la question du genre, de pouvoir être genré. Alors je sais bien que c'est un gros débat aujourd'hui, il y a une série de personnes qui effectivement revendiquent de n'être ni de l'un ni de l'autre, et donc on discute sur la carte d'identité, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on fait mettre autre ou est-ce qu'on met rien, bon voilà, je sais bien que c'est un débat, mais enfin ça a quelque chose aussi de rassurant de savoir dire mon identité en tant qu'individu, je suis... alors, on va mettre sur les 3 puisque le débat est là aujourd'hui. Je suis homme, je suis femme, je suis autre. Voilà, mais ça permet aussi de construire son identité. Est-ce que le problème il est dans la classification ou est-ce qu'il est dans le respect d'un genre par rapport à l'autre? Il est où vraiment le problème? Mais le problème ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est que c'est binaire. C'est que c'est soit homme ou femme. Or, homme et femme, c'est 2 extrêmes d'une ligne et qu'il y a énormément. Je crois que même au niveau scientifique, il y a je sais plus combien de genres qui sont reconnus, mais je crois 37, je crois, au niveau chromosomique, mais
Bon là, attention de nouveau, parce que la façon dont les mots que je peux utiliser peuvent être... moi, je suis pas une experte, et de nouveau, on est très très attentive à Garance d'être trans-inclusive et de considérer aussi les personnes intersexes, ce qui n'est pas la même chose, hein, donc c'est important. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que ce qui rassure peut-être les gens, c'est d'avoir un cadre, ou c'est en tout cas de reproduire les choses qu'on connaît. C'est classique de rencontrer des résistances quand on amène des choses nouvelles, et quand effectivement des gens perdent les repères qu'on leur a donnés, ça peut peut-être faire peur. Moi, je pense quand même que là derrière, il y a du non-respect et de la non-écoute, et que plus on va en parler, plus on va arrêter de mutiler les enfants intersexes à la naissance pour qu'ils rentrent absolument dans une case et faire des souffrances inimaginables dans leur vie, et qu'on les laisse décider à 18 ans si oui ou non ils et elles veulent choisir quelque chose. Voilà, en parler, soutenir les personnes militantes. Il y en a des chirurgiens et des chirurgiennes qui maintenant se dressent contre ce postulat d'absolument devoir être l'un ou l'autre. Voilà, continuer d'en parler, de dire que tous les gens sont dans la nature, et que rendre binaire la société ne nous fait pas plus intelligents, loin de là. Et que c'est juste excluant, en fait, de toutes les personnes trans et intersexes qui se reconnaissent pas là-dedans. Et évidemment qu'on se reconnaît et qu'on a besoin de s'identifier à un genre, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si c'est pas celui avec lequel je suis née? Et pourquoi ce débat, à ton avis, ça apparaît maintenant? C'est parce qu'on se détache peu à peu d'une sorte de tradition liée à la société Ben, je sais pas trop. Oui, je pense qu'effectivement, c'est dans une évolution, et que on avance quand même un petit peu, et qu'il y a des hiérarchisations dans ce qui est de plus ou moins acceptable. Voilà, il y a 20 ans, les personnes homosexuelles avaient plus de problèmes qu'aujourd'hui. On voit que ça avance, et je pense qu'il y a des avancées qui se font. Maintenant, on est loin d'avoir une société inclusive, hein. On en est vraiment très très loin. Donc, je sais pas s'il y a un débat qui sort maintenant. De nouveau, je pourrais pas dire que est-ce que c'est vraiment un débat qui sort maintenant, ou est-ce que c'est parce qu'on ose plus entendre et qu'on ose un petit peu aller se rencontrer que ça marche? Je sais pas dans quel sens. Je sais pas où est l'œuf et où est la poule, mais en tout cas, évidemment, il y a des avancées. Heureusement, sinon ça serait bien. Oui, c'est rien. positif, Ouais. c'est que on progresse. On progresse, c'est lent, hein. C'est vraiment lent. Si on continue comme ça, de nouveau, on arrivera à une égalité. Là, je parle de nouveau femmes-hommes dans le sens tâches ménagères. Je crois que si on continue comme ça dans l'évolution, parce qu'on dit toujours il y a une évolution entre la répartition en termes d'heures par jour. De nouveau, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je crois que c'est assez risible par rapport en 30 ans. Si on continue comme ça, je crois qu'on a l'égalité dans 250 ans, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, ça avance, certes. On peut tout à fait y aller un peu plus vite, hein. Mais les chiffres en termes de répartition des tâches domestiques, parce que j'ai fait un petit dossier là-dessus pour le CAL, en fait, je fais rapidos, hein, mais les foyers ont externalisé certaines tâches en employant des femmes de ménage. Mais c'est des D'ailleurs, femmes. il y a beaucoup des femmes de ménage, c'est essentiellement des femmes. Les hommes de ménage, il y en a quand même très peu. Et donc, du coup, oui, ça a un peu allégé les femmes, etc. Mais voilà, les hommes font peut-être 2% de plus qu'avant, les femmes 1% de moins, et au final, c'est pareil. Oui, c'est ça. Donc, Okay. là, Voilà. on est loin, on verra, on ne sera pas là pour voir, du coup, mais on verra dans 150 ans. Mais donc l'éducation, on est bien d'accord, est une des pistes, Ouais. en tout cas vers laquelle il faut, sur laquelle il faut se pencher. Et comme c'est un système et que les stéréotypes sont vraiment, vraiment très ancrés, les nommer pour les déconstruire, c'est important, mais malheureusement, en nommant les stéréotypes, imaginons dans une classe, il y a un enseignant qui veut vraiment déconstruire le fait que les filles sont nulles en maths et que les garçons sont plus forts. Et qui dirait, allez, tout le monde fait l'exercice, et les filles, allez-y, hein, parce que moi, je pense pas à ces histoires, vous êtes aussi bonnes que les garçons. Rien que de l'avoir mentionné, même si c'est positif, le stéréotype, il est actif. Donc, il y a des chercheuses, j'ai notamment écouté une chercheuse de l'université en Suisse, je pense à Genève, qui forme des enseignants, parce qu'à Genève, en Suisse, ils sont là, ils ont une formation de genre dans les écoles qui forment les enseignants, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Et elle expliquait qu'il faut arriver à faire de l'éducation non sexiste en essayant de pas activer les stéréotypes, et que ils sont tellement présents que quand on en parle ou quand on met des mots, les mots qu'on emploie vont activer. Et donc, montrer des modèles différents, diversifier les rôles dans les histoires, beaucoup plus parler des femmes dans l'histoire, de toutes les femmes qui ont fait plein de choses qui sont invisibilisées, parler du consentement toujours, les limites de chacun, apprendre aux enfants à
pouvoir évoluer ensemble, respecter aussi énormément les amitiés filles-garçons. Alors qu'encore aujourd'hui, à 3 ans, un petit garçon qui a une amie, on va automatiquement lui dire « Ah, c'est ton amoureuse ». Et donc, on sexualise les amitiés entre enfants et automatiquement, les petits garçons et les petites filles ont l'impression que on peut pas être autre chose que amoureux d'une fille ou d'un garçon, ce qui nie... qui est hyper hétérocentré de nouveau, donc on nie les attirances peut-être de l'enfant, et en plus on leur apprend que c'est ça qui se passe entre les filles et les garçons. Donc là c'est vraiment un tout. Si on veut s'attaquer au système, on a vraiment du boulot. Hein. Mais là les garçons sont logés à la même enseigne que les filles, parce que voilà. Mais les stéréotypes sexistes qui rentrent chez elle en disant je suis copain, j'ai tout un à fait. copain, on va aussi dire c'est ton amoureux. Donc, exactement. Ah oui. Chez les enfants, les stéréotypes sexistes, ils touchent filles et garçons y compris. Hein. Il y a une hiérarchisation et encore aujourd'hui, il y a une inégalité d'importance filles et garçons. Il y a des inégalités, mais effectivement, il y a des stéréotypes sexistes autant chez les filles, chez les garçons. Ça, on est bien d'accord. C'est tout le truc d'oser aller avec un collier et du vernis à l'école quand on est un garçon. Oui, ou effectivement le port de la jupe. Oui, le port de la jupe, ou d'être une petite fille qui refuse de porter du rose. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on sait que c'est une fille, c'est une aberration là, cette couleur qui. Moi, j'ai pas de fille, mais si j'en ai une un jour. Oui, comme mon fils n'a jamais porté de bleu d'ailleurs. Ou elle s'habille en noir un jour et on dira qu'elle est gothique. Donc, ça, c'est pas grave. non, mais ce que tu dis aussi, c'est l'importance des mots. Et on voit parfois des vidéos circuler. Hein, donc j'en prends qu'un. Un professionnel, c'est un homme, voilà, sur qui on peut compter, qui bosse bien, etc. Une professionnelle, c'est une pute. Oui, souvent, quand on féminise un métier, ça. Ouais. Donc, mais oui, et on peut parler de l'écriture inclusive aussi. L'écriture inclusive, ça serait la base. Vous savez que ce truc de règles grammaticales, soi-disant grammaticales, c'est pas une règle grammaticale, c'est une règle politique. Ça a 300 ans, hein. C'était pas comme ça avant. C'était l'accord de proximité. C'est un type un jour qui a décidé que les hommes étaient plus importants et qui a décidé qu'il allait créer. De nouveau, je sais pas son nom. Je suis pas bien. Je dis des choses et je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais il y a une personne qui a dit un jour que c'était la règle. Mais c'est pas une règle de grammaire, c'est une règle politique. Et donc il y a un foin autour de ça et on s'offusque parce que ce serait, je sais pas moi. Changer tout enfin c'est faux, ce n'est pas vieux que c'est comme ça et nouveau c'est revenir à une règle précédente. C'est revenir à une règle précédente et je comprends pas quel est l'argument. Comment est-ce qu'on peut justifier d'exclure la moitié de l'humanité quand on parle? C'est complètement débile. Tout à fait. Et c'est pour ça, effectivement, comme ça, en tout cas, moi, à l'école, c'est comme ça que j'ai appris, le masculin l'emporte. Et donc, mais ça va aussi dans la neutralisation des noms. Moi, je sais que je change les textes des livres pour enfants et que mon fils, depuis qu'il est né, je lui dis toujours le conducteur ou la conductrice du bus. Je ne déduis pas automatiquement que c'est un mec. Et aujourd'hui, à 5 ans, il corrige les adultes parfois. Quand on va automatiquement au masculin, ça le choque parce que depuis qu'il est né, il a eu les deux. Mais c'est un travail inimaginable. Et même moi, qui suis à fond dedans tout le temps, ça a été parfois compliqué. Donc, oui, il faut qu'on nous aide. Oui, il faut qu'on y mette toutes les formations. Il y a des formations qui existent. Le Monde selon les femmes fait des formations vraiment à la carte pour les professionnels. Et elles ont une formation pour les professionnels de la petite enfance absolument géniale de déconstruction de stéréotypes de genre, mais qui reste aujourd'hui à la demande. Voilà, il faut quelqu'une ou quelqu'un de motivé pour l'amener dans un service. Ça devrait être dans les formations de puéricultrices et d'enseignants et d'enseignantes. Mais on en est loin. Oui. On en est loin et on aurait bien envie de continuer à débattre encore pendant 3 ou 4 heures. Mais l'émission avance et surtout l'heure avance. Est-ce qu'il ne serait pas temps, Annabelle, de passer vers la dernière rubrique de notre émission? Mais oui, Laura, on t'a préparé un petit jeu et donc voilà, on va passer tout de suite à ça. Alors ceux qui nous suivent sur la webcam de Radio 27 peuvent voir que Patrick prend un dictionnaire. Un énorme dictionnaire d'ailleurs. Une alternative. Et donc le petit jeu est le suivant. Patrick va feuilleter le dictionnaire. Et Laura, quand tu veux, tu lui dis stop. Et à ce moment-là, il va te proposer un mot. Et voilà, sur base de ce mot, tu peux dire ce qui te vient à l'esprit. Okay. Mots ou expressions, d'ailleurs, puisque c'est un dictionnaire très complet. Donc voilà. Tu as droit à un joker, donc tu peux dire joker, et alors on passe au mot suivant. Est-ce que tu es prête? Très bien. Attention, on espère que ça fasse bien le bruit. Stop. Voilà. Café féministe.
Ah, ce soir, le Poisson sans bicyclette, concert d'Irène Coffer à 20h. C'est quoi ça, le café féministe? Interdit aux hommes? Ah non. Ah, mais d'où est-ce que tu sors que féministe c'est interdit aux hommes? Non, non, pas du tout. Ah, vie féminine, c'est interdit aux hommes. Mais c'est pas interdit, enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais Café féministe, c'est un café qui promeut des artistes femmes qui sont aussi moins valorisées, qui sont moins, encore aujourd'hui, les artistes, il y a des inégalités partout, donc elles vont montrer les expos, faire venir des autrices, des chanteuses, voilà, elles vont vraiment prendre le temps et d'amener des sujets de société qui concernent les droits des femmes, et qui va promouvoir des artistes. Et ce soir, il y a un super concert à 20h. Où ça? Au Poisson sans bicyclette, premier café féministe à Bruxelles. C'est à Scarbeck, hein, Ouais. c'est ça. Ouais, à la Maison des Femmes. Bien. Donc, J'y serai. voilà. Bon, malheureusement, nous pas. Mais tu nous raconteras, bien évidemment. Est-ce que tu es prête? On va faire un deuxième mot alors. Ouais. Attention, je tourne les pages du dictionnaire. Stop. Harcèlement. Harcèlement, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur le harcèlement? Ah, il y a un truc que j'aime bien dire sur le harcèlement. On me demande toujours quand est-ce qu'on peut considérer que c'est du harcèlement. Moi, j'aime bien dire on ne peut considérer que c'est du harcèlement que quand on le vit soi-même. Et il n'y a que la personne qui le vit qui peut décider à quel moment ça en devient. Une limite interne. Ouais. Parce qu'on dit toujours voilà, à quel moment c'est de la drague, à quel moment c'est du harcèlement. En fait, il n'y a que la personne qui le reçoit qui peut décider si ça en est ou pas. Et ça, c'est important. J'ai envie de compléter par rapport à quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est aussi la personne qui va au-delà du non et Ouais. de dire simplement voilà, écoute, gentiment, écoute, ça m'intéresse pas. Si la personne continue à insister, là, quand on ne respecte pas l'autre dans sa limite. Et dans le harcèlement, il y a aussi la notion de répétition. Ouais. D'insistance, quoi. Alors, mais alors de nouveau, dans le harcèlement de rue, c'est de répétition, mais c'est pas toujours le même auteur. Mais c'est Donc, le même fait qui se répète. Ouais. Une accumulation, quoi. Dès qu'il y a une répétition, à partir de 2 fois, on peut considérer que c'est du harcèlement. Ouais. Et donc, et là, effectivement, il y avait un film de Sophie Peters qui a révélé ça de manière assez. Ah, tu as l'air qu'à moitié. Ça m'étonnait qu'il ne soit pas encore sorti celui-là. En fait, il y a des problématiques dans ce film. Pour nous, il est passé un peu à côté du sujet parce qu'il a été récupéré à des fins racistes et il a été stigmatisant. Et donc, nous, on prend des grosses pincettes quand on parle de ça et on rappelle que la violence n'a pas de culture. C'est important. Vraiment. Et pas d'âge. Et pas d'âge. Pas de Pas de classe sociale. Plus, oui, voilà, ça. Vraiment. Parce que l'avantage de ce film, effectivement, il a de nouveau mis en lumière. Il y a un avant et un après Sophie Peters. Je me rappelle très bien. J'étais c'était l'été, il n'y avait pas grand-chose à dire dans la presse, donc il y a eu un espèce de d'engouement. Mais pour moi, il y a un gros souci avec ce film-là, et je n'aime. Et en général, c'est assez rapide qu'on fasse un amalgame après, et qui stigmatise certaines populations, certains quartiers. Et voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ça. J'habite Molenbeek, donc en plus je peux le dire. Oui, mais effectivement, ce film reste dans son rapport à elle, parce qu'elle était étudiante, je crois, dans une école de cinéma, et son rapport à la rue qu'elle traversait, elle. Oui. Et en plus, les conclusions sont tout à fait... Enfin, nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on propose. Donc les conclusions, c'était soit tu déménages, soit tu t'habilles différemment. Et ce qui n'est pas du tout ce qu'on va entendre chez Garance, vraiment pas du tout. Il y a d'autres solutions que de se plier à d'éventuelles agressions. Et donc, en plus d'être stigmatisant, il y a un côté anxiogène dans ce film qui me dérange beaucoup. Et oui, parce que chez Garance, vous défendez le fait de « je m'habille comme j'ai envie de m'habiller », point à la ligne, et je ne vais pas adapter en fonction du trajet que je risque de devoir faire. Si, évidemment, de nouveau, je veux pas dire on doit ou on peut pas. Maintenant, je préfère toujours terminer sur une note positive plutôt que de dire il n'y a pas d'autre solution. C'est plutôt ça. C'est ok si on préfère se changer, c'est ok si on préfère déménager, tout ça c'est ok. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Donc on peut dire que c'est une possibilité. Il y a aussi tout le panel d'actions et de choses positives qu'on peut faire. Et les femmes, elles ont des ressources. Et c'est ça le problème du film aussi, c'est que c'est un peu défaitiste. Et ça, moi, j'aime pas. Ah oui. Ouais. Bon, donc maintenant tu as un nouvel outil pour pouvoir montrer que ça touche tout le monde. C'est la chronique qu'on a fait là tout à l'heure. Oui, voilà. Tu peux compléter le film de Sophie Peters. Ouais. Alors attention, on est parti pour le 3e mot. Tu es prête ? Ouais. Stop. Heureusement, parce que j'étais au bout du dictionnaire. Éducation. Ah ça j'ai déjà dit, éducation non sexiste. À la base.
vraiment, quoi. Mais au plus loin. Les livres, les manuels scolaires, l'apprentissage du respect du consentement, arrêter de forcer les enfants à faire des bisous. Enfin, l'éducation, c'est vaste, mais éducation non sexiste, je dirais. Tu dis les livres pour enfants. Ça existe des livres qui abordent ça et qui montrent une autre... Qui montrent bien, oui, heureusement dit. Oui. Il y a un super ouvrage. Voilà, moi j'aime beaucoup Monsieur Ramos qui détourne le rapport du loup et des cochons, mais... je connais pas bien, tiens, moi, son œuvre à lui, mais il y a... Mais il parle pas de sexisme, justement. Enfin, lui, il est sur mais le on n'est loup pas et les obligé d'en cochons, parler, hein, tu vois. On n'est pas obligé d'en parler d'office. Mais par contre, moi, ce que je sais, ce que je suis attentive, c'est qu'il y ait autant d'histoires qui parlent de garçons que de filles, déjà. Alors que quel est le rôle de la fille? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme caractéristique? Est-ce qu'elle va parler d'autre chose que de garçons? Est-ce qu'elle va avoir des comportements qui seront pas attendus d'une fille? En fait, c'est simplement, et c'est pas le dire, ah, t'as vu cette fille-là, elle fait ça. C'est juste les introduire dans les histoires qui seront racontées aux enfants. C'est leur montrer qu'il y a d'autres modèles. Aujourd'hui, quand on a une petite fille, des modèles de filles fortes, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est Fifi Brin-D'Acier. Même dans les séries de télé, ça, tu des remontes loin, là. héroïnes. Mais oui, mais vraiment, je remonte loin. Enfin, je suis qu'à moitié d'accord. Marvel, ou des séries de quand moi j'étais gamin, tu avais l'homme qui valait 3 milliards, mais tu avais Super Jenny, qui avait les mêmes caractéristiques de force, etc. Il y avait ce fameux Ouais, je sais pas. Ouais. Qui sautait super fort. Dans les Marvel, tu as quand même régulièrement des femmes. Tu as maintenant la série avec cette femme Amazon là. Zena. Zena la Grille, ça c'était une série, mais tu as le film maintenant avec. Voilà, donc tu as quand même des mais oui, héroïnes très a. fortes. Attends. Tu as C'est pas la Batman, majorité, t'as quoi. Batman, mais tu as Catwoman qui est juste en face. Ouais, mais c'est faut voir aussi un objet de désir. Hein, Catwoman, je suis désolée, la combinaison en latex, etc. Oui, mais elle est exactement comme Batman. Batman est en tenue en latex aussi. Elle n'a pas la même pose. Et puis oui. Elle n'a pas la même pose. Ouais. Alors Elle voilà. a des poses de chat. Alors, Oui, bah. je dis pas que ça n'existe pas. De nouveau, attention, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que la majorité des histoires, dans la majorité des histoires, les comportements vont être genrés. Et que donc, plus on va apporter de la diversité, plus ces enfants vont se sentir légitimes d'être vraiment qui ils et elles ont envie d'être. Parce que faut juste faire ça, faut faire confiance aux enfants. Les enfants, c'est pas vrai hein, que les petits garçons ils sont comme ça, les petites filles sont comme ça. Ça c'est pas vrai. Donc si on leur laisse le vrai choix, ça va se diversifier automatiquement. Donc je ne dis pas que tous les livres sont nuls, loin de là. C'est vrai que moi quand il y a dans une histoire automatiquement la maman qui cuisine et le papa qui lit le journal, j'inverse. Mais dans l'histoire, il est pas con, il le voit que mais c'est tellement ancré depuis qu'il est tout petit. Bah oui, pour lui, en fait, ça se trouve, ils ont un genre. Enfin voilà. Donc plus on va leur montrer, et je lui pointe pas, je lui montre pas, j'arrête pas, je ne le harcèle pas en disant, t'as vu là, t'as une fille. Non, c'est juste que je lui montre des autres choses. Oui, des autres possibles. Et c'est pareil pour la norme familiale nucléaire. Voilà, on peut montrer aussi des autres modèles aux enfants, de la famille comme elle est réellement aujourd'hui. On peut questionner aussi l'homoparentalité. Enfin voilà, c'est montrer les autres exemples. Plus les enfants auront vu des autres choses, plus ils seront respectueux. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi le couple qui peut faire des choix de vie et de comportement face aux Bien enfants. sûr. On parle même pas de choix d'éducation, on parle vraiment juste de choix de Bien comportement de l'un par rapport à l'autre. Être attentif à qui fait quoi dans la maison et que ça tourne, bien sûr. Mais c'est ça que autant papa que maman aient le fer à repasser ou fasse les courses ou. Que ce soit pas fasse toujours la cuisine, même quoi. personne, ouais. La tondeuse et réparer la voiture et couper les haies, quoi. Mais ouvrir ouvrir la confiture, hein, bêtement. Hein. Ouvrir un pot de confiture. Comme ça, c'est une question de force. Non. Ah non. Non, c'est parce qu'il faut la phrase C'est une magique. question en fait. d'obstination. Hein. Mhm. Il n'y a pas grand-chose qui est vraiment une question de force, en fait. Et ça aussi, c'est un gros mythe, mais voilà. Donc, oui, éducation, la base. Éducation non sexiste, la base. Bien. Ouais. La base. Bon, on en fait encore un ou Annabelle, je sais pas. Toi, Toi, t'as je envie. vois T'as envie. Oui, l'œil sur je l'horaire. regarde l'heure, mais si t'as envie. Oui, moi j'en avais encore un Ok, petit. bah, allez, allez, quatrième et dernier allez. mot, c'est parti. Stop. Citoyenne. Haha. Plus complexe peut-être. Ouais. Citoyenne. Ben, j'aime pas ce mot en fait. J'aime pas parce qu'il rappelle. Pour moi, il rappelle l'appartenance à un pays. Moi, je suis plutôt pour l'abolition des frontières, donc c'est. On peut être citoyenne du monde. Oui. Alors, comment est-ce qu'on serait citoyenne du monde? En prenant la place
On a le droit, je sais pas. Oh, je cale sur... Joker, tiens, voilà. Et Voilà. on terminera sur le Joker. Alors. Belle entourloupe. Et donc notre émission touche à sa fin. Laura, nous t'avons demandé de nous proposer 3 morceaux pour clôturer cette émission, qui a vraiment été une très chouette émission d'ailleurs, un très chouette échange. Bon, nous ne pourrons en passer qu'un seul. Alors le choix n'a pas été facile. Et donc finalement nous avons opté pour ta 3e proposition, Tori Amos avec Crucify. Pourquoi ce choix? Moi, je l'aime bien, je l'adore même. Bon, c'est qui d'abord? Parce que moi, Tori Amos ouais, c'est qui Tori Amos? C'est une artiste qui chante depuis de nombreuses années. Hein. Je pense qu'elle a presque 20 ans de carrière. J'ai peur de dire des bêtises. En fait, parce que... En tout cas, elle est là depuis très longtemps. Elle a une très très grande carrière. C'est une femme forte qui a des positions assez chouettes sur justement les rapports de genre et qui les a beaucoup questionnés et qui est une grande survivante aussi. Grande survivante? Ouais, je pense qu'elle a vécu des trucs pas chouettes. Ouais. Ok. Je ne sais pas plus, mais je sais que, en tout cas, dans ces textes, ça se ressent fort. Enfin, là, c'est une interprétation pure et dure, hein, mais. Tout à fait, non, mais c'est ouais. vraiment je choix l'aime à toi, beaucoup. Ouais, voilà. Donc voilà, mais donc on va découvrir ça juste après. Donc ce sera Tori Amos avec Crucify. Et donc nous sommes à la fin de notre émission Soyons Curieux. Merci beaucoup Laura d'être venue de Bruxelles. Avec plaisir. Pour venir échanger avec nous. C'était très très riche, très intéressant. Merci Patrick aussi d'avoir été là. Oui, moi je suis même un peu frustré, j'aurais encore envie de discuter. Mais donc on va profiter dès que le micro s'éteint pour continuer. Donc voilà. Et Annabelle, j'en profite pour te fixer rendez-vous ainsi qu'à nos auditeurs en janvier. Alors on n'a pas encore la date précise et on n'a pas encore le nom précis de l'invité, donc tout ça doit encore se confirmer. Et donc j'invite nos auditeurs à suivre notre actualité sur notre page Facebook. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nos pages Facebook, sur le site de Radio 27, et vous pourrez donc podcaster l'émission dans quelques jours. On termine avec Tori Amos. Au revoir Annabelle, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Et merci Laura, et bon retour sur Bruxelles. Merci. Radio27.be, bien entendu. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in their faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, nothing to do is good enough for you. I crucify myself every day. I crucify myself. My heart is sick of being, I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Oh, oh. Got a kick for a dog, begging for love. I gotta have my suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter, he says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, nothing to do is good enough for you. Crucify myself every day. I crucify myself. My heart is sick of being, I said my heart is sick of being chains. Oh, oh, chains. Oh, oh, please, please, please.
these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving nothing alien. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, and nothing to do is